Vous voulez absolument me faire crier. Très bien. C'est mieux. Donc j'ai la tâche difficile parce que je dois présenter une personne que tout le monde connaît. Ah bah c'est facile alors. Voilà, merci. Donc je pars. Le plus difficile, ça va être pour Madame Amellouk qui va donc, gérer la soirée. Non. Mais moi je le fais et c'est un plaisir qui me revient. C'est M. Aziman qui devait le faire. Il ne peut pas être parmi nous pour des raisons qu'on devine. Et donc c'est à moi que revient le bonheur de recevoir ce jeune homme. Voyez, que tout le monde connaît. J'adore comment on appelle jeune homme. Il a gagné une invitation à dîner. Tu vois. Non, mais c'est pour... je renvoie le truc et c'est la pêche au compliment. Ah ouais, m'attendais à ce qu'un homme aussi doué me dise, mais nous sommes deux. Mais nous sommes deux. Nous sommes deux, merci beaucoup. Donc je passe tout de suite la parole à Madame Amellouk pour nous parler plus sérieusement et plus richement, en fait, de façon plus consistante de l'œuvre. Et puis, on m'a déjà posé la question, est-ce que vous avez comme projet, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, 30 jours pour trouver une femme? C'est le prochain tome. C'est le prochain tome, merci, on sera patient. Allez, je vous laisse et... Merci. Bonsoir. Merci. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'être là pour cette rencontre avec l'écrivain Fouad Lalloui, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Fouad Lalloui, comme a dit Dr Zahi, donc on ne présente plus, mais je vais quand même donner un aperçu, puisque la rencontre elle est en live. L'espace Rivage il est dédié aux Marocains résidant à l'étranger. Et le live, il est en fait pour les Marocains qui vivent à l'étranger. Donc, il est toujours utile de donner un aperçu. Fouad, là, lui, il est romancier, il est professeur universitaire, il est poète en néerlandais. Ça, on le connaît un peu moins. Après des études, il est économiste aussi, il est professeur universitaire, ça, je l'ai déjà dit. Donc après des études à l'école française Al Jadida et Casablanca, il intègre l'école des ponts et chaussées à Paris où il obtient un diplôme d'ingénieur. Après les études, il revient au Maroc où il occupe un poste important à Khouribga, mais il fait le choix de revenir en Europe où il obtient un doctorat et après il va enseigner plusieurs matières, notamment l'économétrie, les sciences de l'environnement, la littérature et aussi donc après il va nous dire peut-être sur les autres matières parce que je sais que vous avez enseigné, vous avez un savoir énorme donc ce soir donc il s'agit de présenter 30 jours pour trouver un mari. Ce n'est pas un manuel, donc c'est un roman très sérieux. Donc déjà, le roman, il réunit plusieurs amis au Café de l'Univers pour raconter des histoires dans le but d'en tirer une leçon ou une morale. D'ailleurs, j'ai une question parce que c'est pas la première fois qu'on a cette rencontre entre amis dans un café. Donc on l'a déjà vu dans le jour où Malika ne s'est pas mariée et aussi dans les noces fabuleuses du Polonais. Donc pourquoi ce procédé d'honoration? Est-ce que il vous permet une certaine liberté? Pourquoi ce choix? Oui. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus nombreux. Je reconnais quelques visages d'amis. Je voudrais d'abord remercier la Fondation Dr Zahi, François Hassanou de m'avoir invité dans ce bel espace que je découvre, je ne connaissais pas. Il y a aussi d'ailleurs une jolie exposition de peinture autour de nous. Et je vous remercie pour les questions que vous avez eu l'amabilité de me transmettre 15 jours à l'avance. Comme ça, je peux me préparer. Non, je compte sur vous. Hein. Je ne m'inquiète pas du tout pour vous. Bon, non, la question, en fait, ce qui est très curieux, c'est que beaucoup de gens... J'utilise souvent ce procédé du café de l'univers, qui existe nulle part. Enfin, qui existe... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à Casa, il y avait un bar de l'univers. Et j'aime bien les gens qui disent « Ouais, c'est les gens qui passent leur temps au bar. » Ils se sont dénoncés. Mais en fait, moi, je n'ai jamais mis les pieds dans un café, quasiment jamais. Où je ne suis pas du tout un pilier de bar. Mais je trouve que c'est un procédé qui facilite finalement
le récit d'une histoire, parce que si quelqu'un raconte une histoire sans être interrompu, bon, il a la maîtrise totale de son histoire. Donc, il peut nous mener où il veut, il peut raconter ce qu'il veut, il peut vouloir nous faire croire n'importe quoi. Mais si on prend le procédé où il y a quelqu'un dans un café avec des amis qui raconte une histoire, alors immédiatement, il y a la possibilité pour les amis de l'interrompre, de contester ce qu'il dit, de le mettre devant ses contradictions, de raconter tout à coup d'autres histoires. J'adore les digressions où il y a une histoire et puis à l'intérieur de l'histoire, il y a une autre histoire, il y a une parenthèse et ça finit jamais en fait. C'est comme les 1001 nuits qui finissent jamais. Donc c'est un procédé, un jour je l'ai découvert par hasard, parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas du tout le genre à fréquenter les cafés, c'est pas du tout. Mais un jour j'ai découvert ça, j'ai commencé à raconter une histoire qui se passait dans un café avec des amis, et je me suis aperçu que c'était très facile, entre guillemets, d'écrire ce genre d'histoire, parce que dès que quelqu'un se met à raconter quelque chose, il y a toujours une contradiction possible. Donc tout de suite, c'est assez facile à écrire. C'est-à-dire, donc on voit tout de suite la contradiction et on se dit, tiens, mais si mon ami est un tel... Moi, j'avais un ami, quand j'étais en maths sup, et d'ailleurs, il y a des amis à moi ici qui étaient avec moi en maths sup, à l'IOT. Il y avait un ami avec nous, par exemple, et je ne vais pas le dénoncer parce qu'il est devenu quelqu'un de très important dans ce pays. C'est un des dirigeants du pays, en fait. Et c'est un gars qui contredisait tout le monde tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train de discuter, il rentre, en fait, il rentre même pas à 20 mètres, il est déjà en train de crier non. Il ne sait même pas, en fait, de quoi on parle. Il arrive en criant non. Il est là dans la salle? Non, son copain est là dans la salle. Il est là-bas, son copain. Il sait de qui je parle. Mais en fait, le gars, il arrive en criant non. Il ne sait même pas de quoi on parle. Mais il est contre. Je ne suis pas d'accord. Et donc, c'est génial d'avoir ce genre de discussion parce que ça part dans tous les sens. Mais au fond, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller vraiment gratter sur un sujet donné. Parce que bon... je me suis amusé à l'écrire, j'espère que les lecteurs passent un bon moment en le lisant, j'espère qu'il y a le plaisir de lecture qui correspond au plaisir d'écriture, mais en réalité les histoires vont au fond, enfin j'espère traiter de sujets quand même très importants. D'ailleurs, si je parlais de ces sujets sans en faire une discussion de café entre des copains, je pense que j'aurais des problèmes parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle Théo le marionnettiste. Si je disais ça sérieusement, je crois que je finirais la journée, enfin je ne sais pas si je finirais la journée. Enfin. Mais bon, sous couvert de fiction et de copains qui racontent des histoires, ça passe. On peut faire passer beaucoup de choses. Oui, j'ai répondu à la question. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense, d'ailleurs, c'est ça le jeu, c'est vraiment raconter d'une manière tellement simple pour dire des choses qui sont très, très sérieuses et qu'on ne pourrait pas dire sur un ton plus sérieux. D'accord, d'ailleurs, je m'excuse, je fais justement une parenthèse. En présentant, vous avez dit que j'avais été à l'école de Jdida et de je sais pas où. Mais en fait, j'ai commencé à reconnaître, j'étais à l'école Honoré de Balzac. Ah d'accord, après Jadida, après l'école Charcot de Jdida et ensuite le lycée Léoté. Mais on oublie toujours ce détail, mais j'ai vraiment vécu à Khnedra, rue au boulevard de l'Istiqlal, et j'étais à l'école Honoré de Balzac qui existe encore, bien sûr. Donc, mais c'est curieux, il y a des gens qui m'invitent à Charcot, à Jdida, parce qu'ils me disent, vous êtes un ancien élève de chez nous, à Léoté la même chose, mais jamais personne de Khnedra m'a invité en me disant, vous êtes un ancien élève de chez nous. Je crois que les archives ont dû brûler, ou une inondation du SBU, tu vois. Oui. Le SBU a dû inonder l'école. Et personne ne se souvient que je suis passé par l'école Balzac. Combien de temps vous êtes resté là-bas? Ce n'était que 2 ans, mais c'était voilà, c'est pour ça. 2 ans, ça passe vite. 2 ans. Kennedy a été président des États-Unis pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Voilà, donc ça a changé le monde. C'est pour ça. Bon, s'il y a des gens de Kénitra dans la salle, il y a des gens de Kénitra dans la salle? Fadwa, madame, vous êtes de Kénitra, vous? Ah, il y a madame là-bas. Dites-leur à l'école Balzac qu'ils m'ont oublié. Et c'est pas... Transmettez, s'il vous plaît. C'est pas gentil de leur part. Voilà. On a rectifié une erreur. Ok. J'ai une autre question, en fait. C'est ce qui m'intrigue beaucoup. Et j'imagine que ça a été vraiment très difficile parce que ce sont des histoires qui vous ont été racontées en arabe dialectal, dans un sabir de langue, c'est un mélange en fait d'arabe, de français, peut-être d'espagnol. Et dans l'avant-propos, vous parlez en fait d'un défi. Oui, un défi parce que vous devez traduire ça. Donc comment vous avez géré en fait cette difficulté ou c'est une richesse peut-être parce que... Non, c'est pas une richesse, c'est une difficulté.
Et c'est même un drame. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le drame linguistique Oui, marocain. oui, bien sûr. Ouais. Et c'est exactement pour ce genre de situation. Parce que si on regarde concrètement les choses, par exemple, moi, très souvent, je suis à El Jaïda. Bon, il y a des cafés, je vois des jeunes hommes ou des hommes dans un café en train de raconter des histoires, de rire, etc. Mais ils le font dans une seule langue, c'est le darija en fait. Et ils mélangent parfois des mots français, mais c'est la saveur de ce qu'ils disent qui exprime réellement ce que nous sommes. Je veux dire, le peuple marocain, c'est quand même darija. C'est là qu'on sort les proverbes, c'est là qu'on sort les dictons, les blagues, etc. Tout ça en darija. Et donc le défi, c'était d'essayer de raconter tout ça en français, parce que c'est écrit en français, en essayant à chaque fois de donner cette saveur, c'est très difficile, cette saveur des mots. Mais je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Tous les écrivains francophones ont le même problème, et je dirais même certains écrivains, très grands écrivains arabophones, par exemple je pense à Neguet Mahfouz, qui est quand même le seul écrivain arabe à avoir eu le prix Nobel, je crois que c'était en 1988. Lui, il a eu quand même 3 phases dans son écriture. Au début, Neguet Mahfouz écrivait purement en arabe classique. Et quelqu'un lui a fait remarquer un jour que lui-même, et c'est vrai, Neguet Mahfouz, qui a une licence de philosophie, c'est un grand penseur aussi, je veux dire, un homme extrêmement intelligent, cultivé, mais qui adore les cafés. Il passait vraiment toutes ses soirées dans un café d'un quartier populaire du Caire. Et un jour, quelqu'un lui a dit, mais attends, toi, les histoires que tu racontes dans le café, on ne te les a pas racontées en utilisant Arjou, qui est Sayyidi. Non, on a parlé, l'Amia, le truc. Et alors, dans la deuxième phase, Neguet Mahfouz a mis au moins les dialogues, il a essayé de les faire résonner en dialectal, en Amia, ce qu'ils appellent Amia du Caire, qui est une langue très, très savoureuse. Et donc, c'était un peu bizarre parce que les descriptions étaient en arabe classique, les dialogues étaient à peu près en Amia, et il n'était pas à l'aise. Et à la fin de sa vie, Neguet Mahfouz est revenu à l'écriture où il écrivait tout en arabe classique, et donc la distance. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais attends, tu racontes en français des histoires qui sont déroulées en arabe. Je disais, mais si je les racontais en arabe classique, ce serait à peu près le même problème. C'est-à-dire que la distance qu'il y avait entre l'écriture de Neguet Mahfouz et ce qu'il entendait, ce qu'il disait dans le café, est aussi là, elle est importante. Donc c'est un problème qu'on a tous, que tous les écrivains du monde arabe, je dirais, ont. Voilà. Moi, j'ai remarqué, j'étais vraiment agréablement surprise par des termes comme Chnawa, pour dire les Chinois. Alors, le plus extraordinaire, c'est que... Il est utilisé normalement, sans traduction. C'est vraiment qu'il est écrit Chnawa, les Chnawa, et vous avez terminé en français. Alors, moi, je ne connaissais pas le pluriel du mot chinois. Donc, les Chinois, tout simplement. Et le plus extraordinaire, mais je ne blague pas, le gars qui m'a appris le pluriel du mot chinois, c'est un Hollandais qui s'appelle Hoogland. Mais oui, c'est un Hollandais qui dirigeait ici le NIMAR, parce qu'il y a ici à Rabat un institut qui s'appelle Netherlands Institute in Marocco, l'institut néerlandais. Et le patron, avant le patron actuel, qui s'appelle Léon, qui est un copain à moi, mais celui d'avant, qui s'appelait Hoogland, était un professeur aux Pays-Bas d'arabe dialectal. C'était son job à l'université de Nijmegen. Et un jour, je discute avec lui ici à Rabat, et il me dit, alors c'est un Hollandais blond, les yeux bleus, le Hollandais. C'est pas 1m80. Ouais, comme moi, 1m90, blond, les yeux bleus, tu vois. Moi, je suis Hollandais aussi. Et non, mais lui, c'est un vrai. Moi, je suis, comment ils disent pour un certain président, Mzouar, tu vois, il est pas bon. Non, mais le gars, il me parle, et à un moment, dans la conversation, il se met à me parler en darija. Donc, c'est un Hollandais. Il me dit, ouais, je dirais que c'est Chnawa. Je dis, ça veut dire quoi, Chnawa? Je pensais que c'était un mot de néerlandais. Il me dit, c'est le pluriel de chinois. Ouais. Très bien, si c'est toi qui me le dis, je veux bien te croire. Et c'est pour ça que je l'ai remis là-bas, en hommage, à mon avis, Jan Hoogland. Et ça attire l'attention. Il y a un autre terme, en fait, c'est kawa. En quelle langue, Non, mais ça, je l'ai trouvé dans votre roman. Ça veut dire, kawa, c'est le café. Non, mais ça, c'est un vieux mot. On l'utilisait en mais c'est argot rare. français. Non, en argot français, on utilise. On dit en argot français. On disait, bon, allez, on va prendre un kawa. Un kawa, c'est un café. Ben ouais, je vois des murmures qui montent de la salle, les gens qui ont l'habitude de prendre des kawas. Des kawas, mais on se dit... mais c'est rare quand même c'est-à-dire utiliser un terme... Tu as jamais vu des Chinois qui prennent un kawa, toi? Un kawa. Il y en a, ça existe. J'ai un autre exemple, toujours dans le même contexte, en fait. Tu connais le mot kawa? Il y a des Chinois qui mangent des kawa?
J'ai en fait un autre exemple, toujours des termes qui sont... Il y a un lien entre l'arabe et le français. Il y a en face la poste, pas en face de la poste, alors mais en face la poste. Et ça me fait rigoler parce que... Non, trop, je vais dire pourquoi. L'histoire est assez curieuse. Moi, donc, je suis passé par Balzac, Kélétra, Charcot et Lyoté. J'ai fait Mathieu Masbayoté. Et bon, j'arrive en France, à Paris, à l'école des Ponts, et je croyais parler parfaitement français, avec un accent français. Et dès que je parlais français, les Français s'écroulaient de rire, parce que j'avais un accent pied noir à couper au couteau. Je ne m'étais pas rendu compte qu'à l'époque, ça a dû changer Lyoté, hein, mais à l'époque, les profs de Lyoté, beaucoup de gens à Lyoté, de parents d'élèves, avaient un accent pied noir. Et je l'avais pris, cet accent. Et il y avait des expressions pieds noirs aussi. Les pieds noirs, je suis sûr qu'il y a des fils de pieds noirs ici. Dénoncez-vous, les enfants de pieds noirs. Non, mais attends, les pieds noirs, ils disent pas en face de la poste. Ils disent, j'habite en face de la poste. Ah, voilà. Voilà. Donc j'ai repris ce genre de choses. C'est des plaisanteries à usage personnel, parce que c'est juste quand j'écris des choses comme ça me fait rigoler, parce que ça me rappelle mes condisciples à Lyoté qui parlaient comme leurs parents, qui étaient des pieds noirs. Et donc ça donnait des choses comme en face de la poste. Par exemple, ils disaient pas, ils se levaient par exemple, ils commençaient à faire des discours politiques sur les terres qu'ils avaient acquises ici au Maroc. Ils avaient, un gars il se lève, il dit, les terres que nous avons acquéries. Ça n'existe pas. Quoi acquéries? C'est comme ça qu'ils parlaient. Et donc je suis arrivé à Paris, j'ai dû réapprendre le français en fait. Voilà, donc pour les narrateurs, si on passait, parmi ses amis, il y a ceux qui racontent, et puis il y a les autres qui écoutent et qui font des commentaires. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui ont un niveau intellectuel assez correct. Ça veut dire qu'il y a des mathématiciens, il y a des chroniqueurs, il y a un ingénieur. Et après, on va être un peu choqué parce comment ils vont interpréter la religion. Ça, on va le voir par la suite. Mais est-ce que c'est voulu que cette sélection? Non, alors très curieusement, c'est très vrai. Attends, ça m'est arrivé où? C'était hier. Hier, je suis allé à la salle de sport de Ben Guerir. Tu connais Ben Guerir? Oui, bien sûr. Bien sûr que je connais Ben Guerir. Mais est-ce que tu sais que c'est la ville la plus importante du royaume? C'est pas Rabat comme on le croit, c'est Ben Guerir. Est-ce que ça, tu le sais? Non. Tu le sais pas. La vérité, elle ne le sait pas. Tu vois? Mais hier, j'étais à Ben Guerir. Je vais à la salle de sport. On a une superbe salle de sport avec une piscine olympique chauffée, avec tout ce que tu veux, la salle de musculation, tout ça pour les profs et les étudiants gratuit. Hein, l'UM6P. Donc, je vais à la salle de sport. Et il y a le gars il y a un jeune homme là-bas qui me montre, je lui dis où c'est que je peux faire de la cardio, donc il va avec moi, il me montre ça c'est la cardio, etc., ça c'est la muscu et tout, et je lui dis c'est quand même extraordinaire, parce que je suis en train de regarder tout ça, je lui dis c'est quand même extraordinaire ce qu'on a ici. Je lui dis après en arabe, quoi, parce que c'est extraordinaire ce qu'on a. Et là il me dit quelque chose, alors lui c'est le petit gars qui tient la salle de sport, d'accord, et là il me dit, ah, tu sais, oui, moi, quand je faisais mes études à la fac, c'était totalement pourri, on n'avait rien. J'ai dit, attends, tu as fait des études à la fac? Il me dit, ouais. Il dit, moi, j'ai une maîtrise de je ne sais pas trop quoi. Et ce gars, si tu le voyais dans un café à Ben Guerir, tu vois, en train de bavarder avec ses copains, tu croirais qu'il n'a même pas le certificat d'études, tu vois. Donc, en fait, il y a pas mal de gens... On ne le sait pas, qui ont quand même une certaine formation, mais quand ils sont au café comme ça, tu ne sais pas qui c'est. Ça peut être un grand philosophe et on ne s'en rend pas compte. Voilà, il y a peut-être Spinoza et Descartes dans chaque café ici. Voilà, donc c'est une sélection voulue pour que ça Oui, soit... non, mais après, je veux dire qu'ils se ressemblent, ça semble. Je veux dire, ces gens-là, ils sont entre eux parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils ont lu, parce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, etc. Et il y en a beaucoup, j'ai des copains comme ça. Après, quand ils racontent pas tous de la même manière. Donc, il y a ceux qui donnent beaucoup de détails, ceux qui donnent carrément... Il y a le alibi qui donne carrément sa voix... Tu l'appelles toi alibi, tu prononces à l'anglaise. Alibi. Mais je l'appelle alibi, moi. C'est même tout le joke est perdu si tu l'appelles alibi. Je crois que le gars, je l'ai appelé Ali. Quoi, un BI. Comme ça, je fais plein de plaisanteries du genre alibi douteux, alibi foireux, alibi... Et elle prononce alibi. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas comprendre les jeux de mots. C'est quoi un alibi foireux? Avec un BI, peut-être.
pour être sûr que ça va être Ali, mécontent. C'est ça, c'est des pièges. Hein. Elle est pas... Non, mais ta question est très sérieuse, mais c'est normal parce que je me suis aperçu un jour, c'est en enseignant, parce que en fait, comme tu disais, à un moment j'enseignais la littérature, et donc j'ai commencé à lire des livres de Barthes, le degré zéro de l'écriture. Et le premier chapitre du degré zéro de l'écriture de Barthes, ça s'appelle « Qu'est-ce que l'écriture ?» Donc Barthes se pose la question « Qu'est-ce que l'écriture ?» Il sort 3 critères. Et il parle du style. Et c'est très intéressant parce que c'est là que j'ai découvert quelque chose. Je croyais naïvement, avant avoir lu Barthes, que les écrivains ont un style. C'est-à-dire 1% de la population a un style. Et que le reste de la population n'a pas de style. Ce que dit Barthes, c'est le contraire. Tout le monde a un style. Tout le monde a un style. Après, l'écrivain est celui qui arrive à trouver son style, son vrai style, qui arrive à s'exprimer dans ce style, raconter des histoires dans ce style. Et ce que dit Barthes, c'est que tout le monde a un style pour une raison simple, c'est que chacun de nous a une façon particulière de voir le monde, de considérer les choses autour de lui, autour de soi. Il y en a que tout attire, fait rire, etc. Il y en a qui voient tout de façon assez... Il y en a qui voient rien du tout autour d'eux. Il y en a qui voient tous les détails. Et leur façon de raconter spontanément, par exemple, il est arrivé une histoire de Boccadillo empoisonné dans une mahlaba, ce genre d'histoire qu'on lit tous les jours dans le matin du Sahara. Et chacun peut raconter cette histoire différemment. C'est Boccadillos, c'est pas Boccadillo. Ah, parce que je l'ai corrigé sur Aliba et elle se met corrigée, tu vois. Elle se venge. Elle dit, ce sont les Boccadillos. C'est Boccadillos. Moi, quand je vais dans une mahlaba, je prends un Boccadillo. Pourquoi il y a S dedans? Je sais pas, dans le dialecte, on dit Boccadillos, on dit pas Boccadillo. Non. On va voter. Dans le Darija marocain, on dit un Boccadillos avec un S. Un Boccadillo. C'est vrai, un Boccadillos. À l'échelle de S, d'où il sort? Donc, un Boccadillos, c'est du pluriel maintenant. C'est un pluriel collectif, tu vois. Voilà. Un Boccadillos, des Boccadillos, parce qu'il faut mettre 3 S après. Bon, mais si tu racontes, la dernière fois que tu as été empoisonné par un Boccadillos, c'était quand? J'aime pas les Boccadillos. Alors tu parles de quelque chose que tu connais même pas, en fait. Comment ça se prononce, mais j'aime pas les Boccadillos. Ah, elle a un point de vue purement théorique sur l'univers. Elle sait comment les mots se prononcent. J'ai rien contre les Boccadillos. J'ai rien contre les Boccadillos, mais j'aime pas. Bon, supposons que tu ailles dans une mahlaba et que tu sois empoisonné par un Boccadillos. Comment tu raconterais cette histoire? Eh bien, je suis sûr, te connaissant depuis 5 minutes, donc te connaissant très bien, je pense que tu raconterais ça d'un ton assez sec, genre... Mais merci pour la réputation. Alors que lui, bon je suis sûr qu'il raconterait sur une demi-heure, il commencerait par « Un jour, j'étais chez moi et tout à coup, j'ai eu une petite faim et je me suis dit, est-ce que je vais au McDonald's ou je vais au Boccadillos? Ne voulant pas enrichir le capitalisme américain, j'ai décidé... j'ai opté, mal m'en a pris, ou mal m'en pris, avec un T, parce que j'ai fini la soirée à l'hôpital Ibn Sina, etc., etc. Tu vois, chacun a sa façon de raconter les choses. Voilà une autre façon de raconter les choses. Tu vois, le gars, il dit, il y a une petite fin ce jour-là, j'entrais sur Internet et je comparais les prix de McDonald's et du Boccadillos au coin de la rue chez moi. C'est une façon d'économiste, enfin c'est le style de monsieur. Donc chacun a son style pour raconter la même histoire. C'est ce que disait Barthes en fait. Et pour revenir à ta question que tu as posée il y a 3 heures à peu près, les gars qui sont dans le café de l'univers, chacun a son style. Et donc, quand j'étais en train d'écrire ce bouquin, je l'ai écrit à Cabo Negro, ce bouquin, sans déconner. Et j'avais de moi une grande feuille et j'avais mis les noms des gars. Ali B, et Flan, et Feltan, enfin, tous les gens qui sont là. Et je les avais mis sur une feuille, tu vois, devant moi. Et j'avais fait un petit croquis pour voir à peu près à quoi ils ressemblent. Et j'avais mis style, tu vois, le gars qui n'a pas d'humour, le gars qui... Enfin, chacun son style, le gars qui raconte, le gars qui fait énormément de digressions, ou le gars qui va directement à l'histoire. Donc j'avais mis. Et quand j'étais en train d'écrire, quand je donnais la parole à quelqu'un, je levais les yeux, je voyais mon carton, et donc je voyais le style du gars, tu vois. Donc quand tu voudras écrire, je te conseille d'aller à Cabo Negro et de prendre une grande feuille de papier et de la coller sur le mur.
Mais on reste sur ta manière. Pardon, votre manière. Attends, non, tu on peux s'est dit qu'on va se tutoyer, mais après on s'est maintenant vouvoyé, qu'on n'est même plus d'accord sur comment on met le pluriel dans les verbes espagnols, je crois qu'on peut se tutoyer. Alors, donc, on se tutoie. Je crois que c'est beaucoup plus pratique. Donc, dans ce roman, on n'a pas le jeu. Je crois qu'on l'a une fois, à certains moments. Il n'y a pas un gars qui s'appelle Machin? Machin, oui. Il y a un gars qui s'appelle Machin. Oui. Parce qu'en général, quand je veux me dissimuler derrière un personnage, je l'appelle Machin. D'ailleurs, j'allais te poser la question, pourquoi il s'appelle Machin? En fait, il n'y a pas de prénom. Parce qu'il s'appelle Flan. Flan, c'est ça, Machin. C'est Flan, Machin. Donc, au lieu de dire je, etc., de temps en temps, j'ai envie de glisser quand même une opinion personnelle là-dedans. Et je mets un personnage qui s'appelle Machin. D'ailleurs, il y a tout un de mes romans, Méfiez-vous des parachutistes, où le héros s'appelle Machin, en fait, ouais. Flan. Voilà, donc il est quasiment absent, mais on le voit après dans l'histoire L'homme qui gâchait tout. Là, il y a vraiment le jeu qui s'affirme et qui critique carrément la manière de raconter. Le jeu qui s'affirme, c'est le jeu qui enlève sa veste parce voilà. qu'il a chaud. Et c'est là que le lecteur il est averti, c'est-à-dire il se pose des questions, il se dit mais l'écrivain il est en train de me parler, il est en train de se poser des questions sur la manière d'écrire. Donc il dit, donc il se pose des questions, notamment sur je n'aurais pas dû, par exemple cette dame n'a pas assez de moyens pour habiter Gauthier. Donc là c'est-à-dire que parfois j'ai des scrupules, c'est-à-dire j'aime bien mettre des personnages, ils font un peu n'importe quoi, on rigole, enfin j'espère qu'on s'amuse un peu avec eux. Parfois j'ai un scrupule parce que j'ai l'impression de réellement d'avoir été méchant, j'espère que je ne suis pas méchant, mais j'ai parfois l'impression d'avoir été méchant par rapport à un personnage ou de m'être un peu moqué assez cruellement de quelqu'un ou d'une classe sociale. Et donc j'essaie d'atténuer ça, et c'est Machin en général qui fait un aparté et qui dit bon, je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû dire ça sur cette personne, etc. Exactement. Donc c'est le truc personnel. Mais ce qui m'intéresse, tu as dit en passant quelque chose d'intéressant. Tu as dit Machin, en fait, il n'intervient pas souvent. Machin, il a raconté une histoire. Le jeu. C'est-à-dire le prénom personnel. Voilà, le prénom personnel. Et il est quasiment absent. C'est assez normal, parce que moi, je préfère, franchement, bon là, je suis bien obligé de parler parce que je suis invité pour parler, mais généralement, je préfère, ça étonne beaucoup de gens, ils me disent, qu'est-ce que t'es bavard? En fait, je ne suis pas du tout bavard, je suis très silencieux, d'ailleurs. Je vis avec 3 chats, donc je ne peux pas être très bavard. Si, quand même, on peut parler avec les chats. La conversation avec les chats, ça réduit. Mais tu sais que les chats, ils ont une seule phrase. Nourris-moi. C'est tout ce qu'ils savent dire. Ouais. Toutes les façons de dire miaou chez le chat, nourris-moi, feed me. C'est tout. Feed me dans le sens anglais, mais chez feed me. Ça veut dire nourris-moi. Ouais. Et donc la conversation s'arrête assez vite. Non, ce que je veux dire par là, c'est que moi j'aime bien en fait écouter. Jusqu'à l'âge de 16 ans, je n'ai jamais parlé. Vraiment, je ne parlais pas. Jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est pas possible. Je te jure, je ne parlais pas. J'étais dans mon coin, j'écoutais plutôt les gens. Mais parce que, bon, ça, mais tu savais parler. Tu savais. Ouais, j'avais appris à parler. À Kenitra et tout ça, quand même, normalement. En 16 ans, j'étais à l'année du bac. Heureusement que je savais parler. C'était l'année du bac. J'ai passé le bac. C'est là que je me suis mis à parler pour la première fois, tu vois. À l'oral du bac, le gars, il n'a jamais dit un mot. Et tout à coup, on lui pose une question sur une équation différentielle et il répond pendant 10 minutes. C'est quand même, ce serait étonnant. Tu connais la blague du bébé allemand? Tu la connais pas? Non. Ce sont deux Anglais qui vont adopter parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et à l'agence, on leur dit, écoutez, il y a un petit bébé tout mignon, tout blanc, il a juste 1 mois, mais c'est un Allemand. Et les Anglais disent, bon, ben, s'il n'y a que ça, bon, ben, on prend. Donc, ils prennent le petit bébé allemand, il est tout mignon, comme ça, etc. Il est très bien, il est très tranquille, il pleure jamais et tout. Ils sont très contents d'avoir le petit bébé. Sauf qu'il ne dit jamais rien. Jusqu'à l'âge de 6 ans, pas un mot. Et alors, ils ont vu tous les pédiatres, les psychopédiatres, tout ce qu'on veut, rien, il ne dit jamais rien. Et donc, ils se disent, bon, ben, tant pis, on a un petit gamin qui est tout mignon, etc. Il ne parlera jamais, on verra, etc. Et un jour, ils lui servent la soupe à 6 ans. Il prend la soupe, il les regarde. Il leur dit, écoutez, ce n'est pas vraiment pour vous désobliger, mais je suis quand même obligé de vous faire remarquer que cette soupe est froide. Et eux, ils disent, miracle, miracle, tu parles. Et pourquoi tu n'as jamais parlé jusqu'à maintenant? Il dit, parce que jusqu'à maintenant, tout était correct. Eh ben. Oui. Donc, c'est pour ça que je ne parlais pas. Jusqu'à 16 ans,
Jusque-là, tout l'âge de était 16 ans. correct. Oui. Tu as une autre question? Bien sûr, je suis là pour ça. Et alors, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des expressions, en fait, comme des expressions comme terre d'ombre brûlée. C'est une description qui revient, qui taquine le lecteur. Parce que moi, quand je me dis, c'est une texte qui revient, mais je ne sais pas parce que vous manquez de vocabulaire, certainement. Moi, je manque de vocabulaire. Non, certainement. Donc, tu vois, en fait, non. c'est comme José Mourinho, tu vois, là, avec l'entraîneur. Il dit attaquez tout le temps, comme ça on vous attaquera pas. Donc elle m'attaque parce qu'elle a peur que moi je l'attaque. Tu vois. Elle dit je manque de vocabulaire. Elle dit on me l'a jamais fait. Voilà, pour la question de terre d'ombre brûlée, non mais tu sais pourquoi j'ai souvent, parce que c'est une discussion que j'ai eue à Marrakech avec mon ami le peintre Mahi Bin Bin. Et un jour j'étais en train de regarder son atelier, il y avait un truc qui s'appelait Terre d'ombre brûlée. D'ailleurs l'un de ses livres s'appelle Terre d'ombre brûlée. Mais je dis, attends, la terre d'ombre brûlée, c'est du marron. Il me dit, pas du tout, c'est terre d'ombre brûlée. Je lui dis, bon, c'est du marron avec un peu de mauve sur le... Non, c'est terre d'ombre brûlée. Et moi, je me suis dit, finalement, on invente des mots comme ça, des expressions qui n'ont pas trop de sens, juste pour vendre les trucs plus chers. Parce que ça, je vais faire plaisir à monsieur dans le style, c'est de comparer les prix entre McDonald's et Cobacadillos. Je vais vous faire plaisir. Les gars, il va acheter de la peinture. Il achète du marron, c'est 20 dirhams. Il achète du mauve, c'est 20 dirhams. Et puis, un pot, il y a écrit « terre d'ombre brûlée ». C'est 75 dirhams. Et en fait, il paye juste le mot. C'est la même chose, c'est juste du marron. Et donc, j'ai eu toute une discussion là-dessus et ça m'est resté, ça trottait dans ma tête. Et finalement, à un moment où j'avais besoin d'une couleur, je l'ai appelé « terre d'ombre brûlée », ce qui a déclenché d'ailleurs une conversation qui ressemble à celle-ci. Il y a aussi le commentaire sur le quartier Bernoussi. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu as. J'ai eu un problème terrible à Marrakech. Je ne sais pas ce que tu as contre ce... Non, ça s'est passé à Marrakech. J'étais à Marrakech pour le festival du livre africain de Marrakech. Et donc, j'étais avec des écrivains très sympathiques. Un Sénégalais, un gars de Haïti. Et c'était la conversation était dirigée par Nadia Pakro, qui est extrêmement sympathique. Je crois qu'elle travaille à Midi 1 ou quelque chose. Enfin, elle travaille à Tanger. Et donc, on présente nos livres, etc. Et on passe la parole au public. Il y a un type qui se lève, il arrive en courant, il arrache le micro. On dit, waouh, il va poser la question du siècle. C'est pas possible, la question. Mais il est comme ça, il est... Monsieur Laroui. Je vais dire, oh là là. Et il me dit, qu'est-ce que vous avez contre le Bernoussi? Voilà, c'est ma question aussi. Donc, tu écris tout un bouquin où tu réfléchis, tu poses des problèmes philosophiques, tu mets Spinoza, Ibn Sina, Ibn Rushd, et le gars, il arrive en courant pour te dire qu'est-ce que tu as contre le quartier, le Bernoussi. Ou d'ailleurs, j'ai jamais mis l'épée. Moi, je m'en fous, le Bernoussi. Mais simplement, un jour, je me suis rendu compte, en regardant... D'ailleurs, après, je fais une parenthèse, après notre ami Hamid Douche, qui est notre ami, hein, qui est le wali du Grand Casablanca, un jour, il m'a invité à dîner à Casa. Il m'a dit, écoute, il faut que je te parle de Bernoussi. Parce que tu diffames Bernoussi dans tes romans. Exactement. Et il faut savoir... Et il a commencé à me sortir les statistiques. Bernoussi, il y a 5422 ateliers qui donnent du travail à 31 365 personnes. Il y a une autre femme un jour qui m'a arrêté, une dame, très sympathique d'ailleurs, dans cet hôtel de Marrakech qui porte un nom bizarre, le Jaal, J-A-A-L. Et elle me dit, monsieur, vous dites toujours du mal de Bernoussi, mais moi j'ai une pharmacie à Bernoussi. Tout ça, c'était mal entendu. J'étais en train de raconter une histoire. C'est la femme qui cherche la deuxième, celle qui s'appelle, je ne sais plus comment. Najla. Et en fait, elle habite à Gautier ou à Racine. Ce sont des quartiers, paraît-il, chics de Casa. Je ne connais pas Casa, moi. J'étais interne à Lyoté, je ne suis jamais sorti de Zeraoui. Je connaissais exactement Lyoté et le gars en face qui vend des pépites. Et à part ça, je connais pas Casa. Mais je raconte une histoire. Et c'est une dame qui vit à Gautier ou à Racine. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris qu'il y a deux façons d'écrire Racine. Il y a les gens cultivés qui écrivent Racine, comme l'écrivain classique français Racine, auteur de 11 tragédies bien connues. Mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de cet écrivain. Ils pensent qu'ils habitent dans un coin qui s'appelle Racing, avec un G. C'est comme le bail, ça. Donc, il y a deux façons d'habiter à Racine. La façon cultivée, c'est d'habiter à Racine, et la façon parvenue, tu vois. Nouveau riche, c'est j'habite à Racing. Bon, alors, je vois qu'il y a les gens qui découvrent des choses sur Racing. Donc, cette dame qui habite à Racing,
En fait, à un moment dans mon bouquin, elle a besoin d'aller dans un quartier de Casa où elle met jamais les pieds. C'est ça ma contrainte, d'accord? C'est une contrainte d'écrivain. Donc je prends un plan de Casa et je commence à regarder. Alors Anfa, bien sûr qu'elle met les pieds à Anfa. Elle va ici, elle va là, elle va là. Et puis je vois Bernoussi. Moi je me souviens quand j'étais tout petit, il y avait un club de foot qui s'appelait Rachad Bernoussi et qui perdait tous ses matchs par 7-0, 4-0, 5-0, etc. Je me suis dit, ça doit être un coin perdu, il n'y a pas un chat. Et donc je mets la phrase suivante, je mets Nejla, ce jour-là, avait quelque chose à faire à Bernoussi, et j'ajoute, Bernoussi, ce quartier de Casablanca qui ne ressemble à rien, où il ne se passe jamais rien, il ne faut surtout jamais mettre les pieds, point. Mais ça va se répéter, hein. Il ne va pas le dire une fois. Et alors, après, à chaque fois, il y a plein de gens qui m'engueulent à cause de ça. Mais écoutez, je vous promets que mon prochain roman va se passer entièrement à Bernoussi. Ah oui, ça serait bien, ça. Et que la pharmacie de Bernoussi va jouer un rôle fondamental dans cette histoire. Tu vois, elle va être au milieu. Et c'est la dame qui tient la pharmacie de Bernoussi qui va avoir une histoire d'amour avec le tricien qui est à côté, tu vois. Oui. Parce que c'est ça, Bernoussi. Il y a des triciennes à côté des... Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure... Elle me dit voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un roman où on rigole, où on s'amuse, mais c'est un roman qui est très sérieux. Merci. D'ailleurs, il y a des sujets comme la religion. Donc, on parle d'ailleurs, on évoque une certaine interprétation de l'islam. Donc, on parle de beaucoup de choses. On parle du rapport de l'islam, on parle du rapport aux autres religions, on parle du port du voile et de la jupe. On évoque le paradis, les houris. On parle même du port du voile et de la jupe. Et de la jupe. Les deux. Le burqa, il y a un personnage. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Voilà, il y a un personnage le personnage de Ilham. On parle de terrorisme. On parle vraiment de la religion. Et c'est un sujet qui est omniprésent. Et on aborde des sujets très sensibles, mais d'une manière assez simple. Est-ce que c'est voulu? Et pourquoi ce sujet il est omniprésent? Écoute, c'est voulu. Et c'est ce que je fais en fait depuis toujours. Depuis mon premier roman. J'essaie toujours de parler de sujets sérieux. D'accord? Mais il y a deux façons de parler d'un sujet sérieux. Il y a une façon où tu assommes le lecteur. Tu peux écrire un pamphlet, tu vois, un truc extrêmement lourd. Et ça n'a pas trop d'importance parce que finalement les gens se découragent au bout de la 3e page. Bon, tu fais un pamphlet contre ceci, un pamphlet contre la burqa, contre la jupe, contre la mini-jupe. Ce matin, à la radio, j'ai entendu qu'au Liban, maintenant, dans certaines plages, les femmes n'ont plus de droit de se baigner en maillot. J'ai entendu ça ce matin. Tu peux faire ça, tu peux faire des pamphlets, d'accord, lourds. Mais ça n'a aucun impact, en fait, parce que les pamphlets ne sont lus que par les gens déjà convaincus. C'est-à-dire, si je vois plein de pamphlets, je vois un pamphlet qui va dans le sens de ce que je pense, tiens, je vais mettre 3,50 €, je vais l'acheter. Mais si je vois un pamphlet contre mes propres idées, je sais pas, un pamphlet contre le cinéma, je ne vais pas l'acheter. Donc, en fait, les pamphlets n'ont pas vraiment d'impact. En revanche, si tu traites du même thème et tu essaies de défendre tes idées, mais sous couvert d'histoires comme ça un peu légères, où on rigole, etc., c'est plus efficace parce que le lecteur ne sait pas en fait ce que tu es en train de lui dire. Tu vois, mais tu peux y aller. Donc voilà, et je le fais en fait, je pense, depuis le début. Tu vois, depuis mes premiers romans, j'essaie toujours de faire ça. Et je trouve que c'est assez naturel aussi pour une autre raison. C'est que moi, j'adore lire. Et je dis qu'il faut qu'il y ait un plaisir de lecture, sinon tu décourages les gens. Bon, nous, c'est déjà fait, je pense. Nous sommes tous des lecteurs ici. Mais tu prends Je vais te raconter une histoire absolument vraie. Un jour, j'étais à Jdida et il y avait ma petite nièce, Inès, à 10 ans. Et qui devait lire un texte. Ça faisait partie de ses devoirs, tu vois. Elle devait lire un texte et elle n'avait pas envie de lire, elle était triste, elle cherchait toutes les raisons pour pas lire, pour pas lire son texte, elle jouait avec le chat, elle disait « Ah, gars, il faut que j'aille acheter des pastèques, je sais pas trop quoi », juste pour pas lire. Et moi, à un moment, j'en ai eu assez. Je dis « Écoute, Inès, nous sommes une famille de grands lecteurs, il faut pas que ce soit ta génération qui va tout à coup changer la donne et les gens qui ne veulent pas lire, ils me disent c'est pas intéressant. J'ai dit mais non, tout texte est intéressant. C'est idiot, c'est une phrase totalement idiote que j'ai dite. J'ai dit ouais, donne-moi ton texte.
je prends son texte, qui est un manuel de l'éducation, un manuel de français, etc. J'ai jamais vu un texte aussi rébarbatif. Il y a plein de mots que moi-même je connaissais pas. Bon, je sais que tu prétends que j'ai un vocabulaire limité, mais je pense pas. Mais il y avait des mots que moi-même je comprenais pas. En plus, c'était comme un pudding anglais. Tu sais, les puddings anglais, c'est la graisse de jarret de veau. C'est ça leur idée pour faire un pudding. Des trucs indigestes. J'ai lu le texte. C'était scandaleux de faire lire à des enfants de 10 ans. C'est comme si tu leur disais ne lisez pas. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte, un article là-dessus, comment dégoûter les enfants de la lecture, je pense. Et j'ai été contacté par la suite par Cheikh Ibn Moussa, le ministre de l'Éducation, qui m'a dit « Mais tu as absolument raison, c'est pas normal d'avoir des textes qui dégoûtent les enfants de la lecture. » Alors qu'il y a des choses, nous, je me souviens, ne serait-ce que la cigale et la fourmi, c'est agréable, ça fait rire. Maître Corbeau sur un arbre perché, on voit Maître Corbeau, on voit le renard qui le flatte, le fromage qui tombe, ça fait rigoler. Enfin, c'est des trucs. Je veux dire, il faut quand même qu'il y ait le plaisir de lecture, sinon c'est impossible. Et donc, c'est pour ça que j'essaie toujours de mettre... ça me rappelle d'ailleurs un détail. Voltaire, à un certain moment, Voltaire est allé vivre en Angleterre pendant 3 ans, parce qu'il avait peur... il avait peur du roi, des gendarmes, des archers du roi, etc. Donc, il s'est installé en Angleterre, il lisait correctement l'anglais. Et il a écrit un texte disant que Shakespeare était le plus mauvais écrivain du monde. Enfin, quelque chose comme ça. Et pourquoi? C'est très étonnant qu'il dise ça. Pour Voltaire, qui est un homme extrêmement intelligent, qui a vraiment un goût sûr. Mais parce que Voltaire était lui-même tragédien. Les tragédies de Voltaire, on ne les joue plus. Sauf Mahomet et le fanatisme pour d'autres raisons, mais on ne les joue plus. On ne peut plus les jouer. Elles ne sont absolument pas agréables ni à monter, ni à regarder. Parce que pour Voltaire, le problème de Shakespeare, c'est qu'il mettait du comique, même dans les tragédies. Et c'est ce qu'on appelle en anglais comic relief, c'est-à-dire soulagement comique. Et c'est vrai que, ne serait-ce que Hamlet de Shakespeare, par exemple, c'était totalement tragique. C'est Hamlet dont le père a été assassiné, qui cherche à venger son père, et en plus sa propre mère est dans le complot, et Hamlet est fou. On ne sait pas s'il est fou, et puis il y a Ophélie dans le coin, c'est très tragique. Et tout à coup arrive un dialogue de fossoyeur, et c'est comique. Et Voltaire trouvait ça absolument déplacé. Il disait, c'est pas comme ça qu'on écrit. Ben, je suis désolé, extrêmement d'admiration pour Voltaire, à titre personnel, mais je vois bien pourquoi ce qui est resté de Voltaire, ce ne sont pas ces tragédies. Alors que Voltaire était sûr qu'il allait rester par ces tragédies, qu'heureusement c'est le contraire. Il est resté par autre chose. Il est resté par Candide, il est resté par Zadig, par Micromégas. Tous ces textes où justement, Candide, il y a énormément d'humour dans Candide. Et c'est Candide qui est resté. Moi, vraiment, je mets au défi quiconque, à part justement Mahomet, de citer une seule tragédie de Voltaire. On ne le sait même plus. Donc il s'est trompé, je pense. Et donc il est très important, même quand on parle de sujets sérieux, qu'il y ait quelque part le fameux comic relief, le soulagement comique où on souffle un peu avant de reprendre la discussion. Il y a un texte, d'ailleurs, je reviens sur ce texte qui s'appelle Théo, le marionnettiste. Mais en fait, j'ai maintenant une certaine distance, je l'ai écrit il y a 1 an, et je l'ai relu récemment parce que je devais en parler avec des étudiants, et je me suis aperçu que c'est un texte finalement assez dur, tu vois. Et le fond est tragique, réellement. Mais on sourit, je suppose. Il y a des moments où, quand on voit l'histoire de Théo avec les clowns qui arrêtent du cirque Hamar, qui c'est qui se souvient du cirque Hamar? Alors dites-moi, vous allez pouvoir répondre. Je vois des mains qui se lèvent là-bas au fond. Oui, mais dites-moi, est-ce que ça existe encore? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ça n'existe plus le cirque Hamar. Non, parce que quelqu'un m'a dit dernièrement, tu te moques du cirque Hamar. Dans ton bouquin, ils vont te faire un procès. Il a annoncé. Et alors j'ai eu peur à un moment, je me suis dit, wow, si le gars, s'il existe toujours, je vais avoir un problème, parce que je dis vraiment, je me moque beaucoup du cirque Hamar. Mais justement, il y a le cirque Hamar et les clowns, etc. Mais c'est dans une histoire qui est finalement qui est même tragique, ce qui arrive à Théo et toutes les réflexions qu'il y a sur Théo, le marionnettiste. Voilà. Il y a aussi des sujets qui ont marqué l'actualité au Maroc, notamment la philosophie. D'ailleurs, il y a une histoire qui s'appelle l'horreur philosophique.
On parle, il y a un dialogue entre la philosophie et la religion. Il y a carrément un extrait d'un journal où on essaie de montrer pourquoi la philosophie n'a pas autant d'importance. Et peut-être qu'on parle aussi c'est une manière de parler de l'enseignement de la philosophie au Maroc. Est-ce que c'est voulu? Oui, c'est voulu, mais sur ce point, on est tous d'accord. On sait tous quel a été le problème. L'enseignement de la philosophie a été supprimé dans les années 80. Et pendant toute une génération, on a eu toute une génération qui n'a pas eu d'enseignement de la philosophie secondaire. C'est une question que tout le monde connaît. Franchement, vous savez très bien de quoi je parle. Et ça a donné une génération, malheureusement, qui manquait d'esprit critique. Et ça donne une génération, d'ailleurs je les vois, parce que tu disais tout à l'heure quelles sont les matières que j'enseigne. Maintenant, en fait, je suis professeur d'histoire et philosophie des sciences, d'épistémologie à Ben Guerir, à l'UM6P. Et justement, j'ai en face de moi des étudiants qui sont excellents en maths et en physique. C'est comme ça qu'ils sont sélectionnés à l'UM6P. Ils sont très bons en maths et physique, mais sauf exception, ils n'ont aucune formation philosophique. Donc, il manque réellement d'esprit critique. On essaye de leur apporter. Et on a l'impression que pour eux, le monde se réduit à des certitudes et à des dogmes. C'est-à-dire, il y a des choses comme ça qui sont posées un peu partout et il suffit de découvrir le dogme, la certitude, de s'y accrocher, d'aller un peu plus loin, sans jamais se poser la question sur la validité de ces dogmes, c'est-à-dire tout ce qui est esprit critique n'est pas là. Et je pense qu'après, on a réalisé l'erreur qu'on avait commise. Et j'ai entendu dire que la philosophie était de nouveau enseignée au lycée. Mais quand même, on a eu toute une génération qui a été victime de cet abandon de la philosophie que je m'explique difficilement d'ailleurs. Je n'arrive pas à comprendre, parce qu'à l'époque, on avait quand même des gens extrêmement intelligents qui dirigeaient ce pays. Comment est-ce qu'ils ont pu croire qu'en supprimant la philosophie, on allait faire le bien de ce pays? J'arrive toujours pas à comprendre. Mais ils ont compris leur erreur. Et réellement, parfois, c'est des situations comiques que j'ai en tant que prof d'histoire et de philosophie des sciences. C'est que j'arrête pas moi-même de dire attention, on n'est pas sûr, on doute, il faut douter, le fameux doute méthodique de Descartes, enfin tout ça. Et en face de moi, j'ai parfois des étudiants qui n'ont pas le moindre soupçon de doute sur la vérité. Ils savent où elle est, ils savent quelle est la vérité, et point, on ne discute plus. Parfois, c'est presque effrayant. Vraiment, c'est presque effrayant. Il y a tout, dans tous les sens. C'est-à-dire, en réalité, il faut être extrêmement modeste. À chaque fois, se dire, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, les plus grands scientifiques sont modestes. Ce sont des gens qui disent le fameux critère de réfutabilité de Karl Popper. C'est-à-dire, ils disent, voici ma théorie, et je vous donne même les moyens de la réfuter. C'est ça, une théorie scientifique. C'est pas quelqu'un qui dit, voici la vérité avec un grand V. C'est voici ma théorie, mais si vous me prouvez telle ou telle chose, je retire ma théorie. Ça, c'est la démarche scientifique. Il faut avoir fait de la philosophie. Et quand je dis de la philosophie, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais attends, la philosophie, c'est un truc, on va leur apprendre Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, et puis les existentialistes. » Tout ça, c'est des gens en Occident. Alors pour ça, j'ai écrit tout un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour les Arabes », où je montre, mais avec les textes, par A plus B, où je montre que tout ce qu'on nous a... quand je faisais de la philosophie au lycée Lyoté, tout ce qu'on nous a appris, on peut très bien nous apprendre la même chose, le même esprit critique, en mettant Ibn Tufayl, Ibn Sina, Ibn Rushd à la place de Spinoza, ou en parallèle avec Spinoza ou avec Kant. Donc c'est même pas une question d'acculturation, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais attends, la philosophie c'est un truc d'occidentaux, on n'en a pas besoin. C'est faux. Quand on prend Spinoza, et je pense l'avoir montré dans mon livre, quand on prend Spinoza, qui est considéré par beaucoup comme l'un des grands philosophes, il y a même, je crois, Hegel qui a dit tout philosophe est spinozien avant d'être philosophe. Je suis désolé, moi j'ai montré dans Plaidoyer pour les Arabes, en montrant les textes, les références, que tout ce qu'on trouve dans Spinoza, on le trouve dans Hayy ibn Qdan de Ibn Tufayl. Donc on peut faire de la philosophie en arabe avec les textes, avec les Ibn Sina, avec les Ibn Tufayl, avant eux, le Kindi, Razi, tous ces gens-là, et en arrivant jusqu'à Ibn Khaldoun, qui a quand même créé pas une mais deux disciplines, l'histoire rationnelle et la sociologie. On peut former des esprits à l'ouverture, esprit critique, en ne prenant que des textes écrits en arabe. Donc c'est même pas une question de
Ah oui, mais ça va nous acculturer parce que ça fait entrer l'Occident dans nos têtes. C'est pas vrai. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette discussion, chapitre, je ne sais plus combien, sur justement la philosophie. Mais ce chapitre est parti de quelque chose d'absolument réel. C'est l'histoire d'un gars qui était avec nous, pas avec nous parce qu'il est plus jeune que moi, c'était une autre génération, un gars qui s'appelait Mjaté en fait. Et ce Mjaté était à l'IET, en fait sa mère était française. Il était, comme disent les jeunes, paraît-il, moite-moite, moitié-moitié, moite-moite. Tu es quoi toi? Je suis moite-moite. Parce que son père est marocain, sa mère française. Il est moite. Et sa mère était française, son père marocain était à l'IOT, tout le monde connaissait l'IOT, il fumait du hache, il buvait sa bière, etc. Bon, après, il va en France pour faire des études, et il revient après avec une barbe qui traîne sur le parquet, et finalement, il finit sa vie en Arabie Saoudite dans un acte terroriste. Et ça, il y a des limites à la compréhension. Ça, je n'arrive même pas à le comprendre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un moite-moite ou l'IOT, on arrive à perdre la vie en attaquant la grande mosquée à mitraillette. Le gars, il s'appelle Mjati, sa femme, on appelait la veuve noire de Casa, je ne sais plus comment elle s'appelle, etc. Donc j'ai écrit, j'étais tellement fasciné par cette histoire que j'ai écrit justement un chapitre qui raconte un peu, sous forme fictionnelle, ça, en disant peut-être que justement, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de comprendre aussi ça, qui est un débat très actuel, un débat très sérieux et très actuel. Voilà, j'ai une dernière question, comme ça on donne la parole à la salle. En fait, la femme dans ce roman, la femme, elle est très déterminée, elle est très forte, très stratège. Mais c'est des femmes qui sont déterminées à trouver un mari. Les trois. Ça veut dire il y a J'en ai que deux, à mon avis. Najla, tu en as trouvé une autre? Tu en as trouvé une troisième? Il y a trois. Il y a le Najla, Khawla. il y a Khawla, et il y a le Jamila avec le brigadier. Les trois. Ils sont stratèges pour trouver un mari, pas pour autre chose. Attends, il y a celle qui a dit Ilham, la cousine. Ilham a dit qu'il porte le burqa. Mais pour trouver un mari, justement. Aussi. Mais oui. Bravo. Non, bon, une fois que je suis parti sur l'histoire... Non, tu sais que, en réalité, tout ça, ce sont des histoires vraies, en fait, au départ. Après, je brode, je raconte des histoires. La première histoire, celle de la bibliothécaire, elle m'a été racontée quand j'étais à l'école des mines de Paris. Je faisais ma thèse. Il y a bien longtemps, il y a au moins, je sais pas, bon. Bon, j'étais à Paris, je faisais ma thèse. Il y avait la bibliothécaire de l'école des mines qui s'appelait Elisabeth, qui était une femme parfaitement charmante et on était très amis. Et la bibliothèque était en face de la cafétéria à l'école des mines, boulevard Saint-Michel. Donc je la voyais souvent, Elisabeth, on bavardait en prenant un café. Et un jour, elle m'a dit, je revenais de vacances, elle m'a dit, tu sais, j'ai eu une de tes compatriotes ici. Et elle m'a dit, est-ce que vous êtes tous comme ça? Je lui ai dit, d'abord, raconte-moi l'histoire. Après, je vais te dire si on est tous comme ça, parce que c'est une question un peu bizarre. Alors, on s'assoit, on prend un café, elle me dit, voilà, on m'annonce un jour qu'il y a une jeune Marocaine qui est bibliothécaire à l'université de Rabat et qui va passer un mois dans ma bibliothèque, à l'école des mines, dans sa bibliothèque à elle, pour s'initier à l'art moderne et contemporain de la bibliothèque, tu vois, les classements de Dewey, enfin, il y a tout un truc très moderne. Donc, cette fille arrive un jour, et donc Elisabeth la reçoit très bien, cordialement, c'est son genre, très sympathique et tout, et elle commence à lui expliquer comment fonctionne l'école des mines de Paris, la bibliothèque, pardon. Bon, très bien, elle lui explique, et elle me dit, mais j'ai eu l'impression que cette jeune femme n'était pas du tout intéressée. Et le lendemain, elle revient et elle fait de plus en plus la gueule. Quand je suis en train de lui expliquer qu'on ne met pas les bouquins de géologie avec les bouquins de cristallographie, là, elle est vraiment pas intéressée. Et finalement, Elisabeth lui demande, mais enfin, j'ai l'impression que ça ne t'intéresse pas. L'autre, elle lui dit, je hais les livres, d'abord, pour commencer. Déjà. Et elle dit, ah bon, pourquoi tu es bibliothécaire? Elle dit, il faut bien faire quelque chose dans la vie. Donc, et elle lui dit, mais alors qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu as 30 jours ici, parce qu'elle avait vraiment un stage de 30 jours pour apprendre à gérer et elle lui dit, je suis venue trouver un mari. Et en plus, elle me dit, Elisabeth était très étonnée, parce qu'elle me dit, elle n'était pas venue pour trouver un mari à Paris, elle était venue pour trouver un Américain à Paris. Et c'était l'année de Dallas. Qui se souvient de Dallas? Tout le monde se souvient de Dallas. Même moi. On pourrait chanter ensemble. Dallas. Et en fait, elle croyait que tous les Américains, c'était Bobby Ewing.
Elle voyait pas qu'il y avait JR à côté, tu vois. Elle avait zappé JR. Elle croyait l'américain, c'est Bobby Ewing. Donc, Elisabeth lui dit, pourquoi l'américain? Il dit, parce qu'ils ont des cartes de crédit, ils foutent la paix aux femmes, ils sont gentils, ils sont beaux. Ouais, c'est la définition de l'américain. Et alors, Elisabeth, elle dit, waouh, tu as beaucoup de chance. Ouais, vas-y, lui, qu'est-ce que je peux faire? Et Elisabeth, elle lui dit, écoute, ici, on est au 60 boulevard Saint-Michel, t'as qu'à descendre jusqu'à la Fontaine, remonter, descendre. Bon, il y aura bien un Américain qui va un jour t'accoster. En fait, elle a été accostée par toutes les nationalités du monde, même les Albanais, mais jamais un Américain. Et donc, elle change de plan. Elle va du côté du pavillon Gabriel, à côté de l'ambassade des États-Unis. Mais le plus extraordinaire, j'ai dit, Elisabeth m'a dit, tu sais quoi, le plus extraordinaire, je te jure, qu'en 30 jours, elle a trouvé son Américain. Je suis désolé de spoiler une partie du bouquin, lisez-le quand même. Elle me dit, je te jure, en 30 jours. Alors, après cette histoire qui m'a été racontée il y a fort longtemps, comme disent les Belges, il y a fort longtemps, elle est restée dans ma tête. Jusqu'à ce que l'an dernier, quelqu'un me raconte une autre histoire. J'étais dans la ferme de mon cousin Kerim Ould Khaydarha, il s'appelle vraiment comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que lui aussi, il est moite-moite, tu vois. Sa mère est française. Et tu vois Kerim, tu as l'impression que c'est un Français, tu vois. Il est au club des clubs à Casa, tranquillement. En fait, il s'appelle Ould Khaydarha. Et il a une ferme du côté de Jdida. Et donc, Kerim, qui est un garçon adorable, extrêmement, vraiment attachant. Et donc, j'étais chez lui et je parle à une dame qui était là. Et sans savoir l'histoire de la bibliothécaire, je commence à bavarder avec elle. Elle me dit, tu sais, moi, un jour, j'ai été obligé, j'avais 30 jours pour trouver un mari. J'ai dit, waouh, ça m'a rappelé l'histoire. J'ai dit, raconte. Et elle m'a raconté l'histoire, je ne vais pas spoiler, c'est la deuxième, celle de Nejla. Tu vois? Oui. Elle m'a raconté cette histoire. Mais je dis, c'est trop beau. C'est trop beau, cette coïncidence de femmes, comme tu dis, déterminées, volontaires, qui y vont, qui n'ont pas peur de la vie. Stratège. Et ce que j'ai découvert, cette neige-là, elle ne le savait pas elle-même, c'est que c'est une... C'est quoi le féminin? Moi, je ne connais pas le français, toi, tu le connais. C'est quoi le féminin de précurseur? C'est une précurseuse. À toi de me dire. Ouais, c'est toi l'écrivain. C'est toi qui m'as dit que j'ai pas de vocabulaire. C'est pas elle qui a dit ça tout à l'heure. Non, j'ai dit c'est pas parce que vous manquez tu manques de vocabulaire. Je te jure, c'est pas une blague. Pour ceux qui ont lu le livre, c'est une précurseuse de l'intelligence artificielle parce que pour trouver un mari, elle a écrit un algorithme. C'est pas une blague. Oui, mais c'est vrai. Elle a vraiment écrit un algorithme, elle a fait remplir et tout, et finalement, enfin bref. Donc, c'est comme ça qu'est né le roman tout entier, parce qu'il y a eu cette coïncidence des deux histoires qu'on m'a racontées à 20 ans ou 25 ans de distance, des deux femmes qui se sont trouvées dans cette situation où elles avaient exactement 30 jours pour trouver un mari. Et ça a marché. C'est pour ça que mon éditeur il m'a dit, écoute, t'as qu'à dire à tout le monde que c'est un manuel, comme ça, tu auras beaucoup de gens qui achèteront le bouquin. C'est pas un manuel. Non. Et je suis sûr qu'il y a des librairies où ils mettent, tu vois, la section, comment on appelle ça, how to, la section de, tu sais, où ils mettent tous les livres. Les manuels pour comment perdre 10 kilos en 3 jours. Comment apprendre l'anglais en 3 jours. Hein? Know-how. Non, il y a une section dans les librairies. Développement personnel, ça s'appelle, non? C'est pas ça? Donc, tu mets à la section développement personnel. C'est ce que me disait mon éditeur. Voilà. Mais on n'a pas dit que toutes les histoires sont authentiques. Le début, toujours, ces histoires reposent toujours... D'ailleurs, je vais te dire, l'histoire de Jamila et le brigadier. Il y a des gens qui me lisent, ils rigolent. Ils me disent, cette histoire, tu l'as inventée de bout en bout. Ah ouais, parce que c'est trop... J'ai la photo. J'ai la photo ici. Non, c'est pas vrai. Parce qu'on se dit comment la réalité peut être plus surprenante que l'imagination. J'étais chez mon ami Ahmed Rahou, à Kabila. Je ne peux pas être plus précis que ça. Tu vois qui c'est, Ahmed Rahou? Tu vois qui c'est? Elle ne connaît pas le Maroc, elle m'accuse moi de ne pas connaître les choses. J'étais chez mon ami à Kabila, et on fêtait mon anniversaire, parce qu'il m'a invité à fêter chez lui mon anniversaire. Il y avait des gens, et il y avait une dame extrêmement sympathique. On a passé une soirée formidable grâce à elle, on rigolait. Et un moment, elle nous dit, vous savez ce qui m'est arrivé? Non, vas-y, raconte. Elle me dit, vous savez, j'étais chez une amie à Rabat et je sors pour aller à l'Harhoura, ou plutôt dans l'autre sens. Vous savez, il y a un rond-point infernal du côté de l'Harhoura qu'on ne peut pas prendre. Il y a toujours des gendarmes là-bas, ils vous ont tué. Je ne sais pas si vous l'avez fait, ce rond-point. Vous allez en direction de l'Harhoura. En fait, c'est très traître. 300 mètres avant le rond-point,
il y a une petite rue qui part, une petite voie qui part vers la droite. Et vous êtes censé prendre cette voie. Parce que voilà ce qui se passe, c'est diabolique. Les gendarmes marocains, franchement, c'est les meilleurs. Ils ont fait un truc extraordinaire. Quand vous arrivez au rond-point, vous voulez aller à droite. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez à droite. Parce que vous êtes un citoyen marocain protégé par la Constitution de 2011 et vous savez qu'un rond-point, vous avez le droit d'aller à droite. Le gendarme n'a pas le droit. Comment ça, j'ai pas le droit? Moi, je suis ingénieur de pont et chaussée à titre personnel. Un jour, j'étais avec mon frère. On allait chez le poète Labi et le gendarme m'arrête. J'ai dit, écoutez, moi, je suis ingénieur de pont et chaussée. Comme lui, là. Comme ça. J'ai dit, moi, je construis les ronds-points. Ah ouais, un rond-point. On va à droite. Mais là. Il fallait aller 300 mètres avant et tourner à droite. Et on a dû payer, je ne sais plus combien on paye, 400 il y a 400 Les gars, ils font fortune. C'est ce rond-point de la Haroura qui a fait le développement économique du Maroc. C'est le rond-point de la Haroura. Tu vas acheter 400 dirhams multiplié par 3 milliards de gens. Et en fait, elle disait que ce rond-point, elle avait fait pire. Elle est rentrée dans ce rond-point, elle voulait aller à droite, elle est allée à gauche, carrément, comme ça, en passant par là. Et elle dit, le gars l'arrête. Cette fois, pour la première fois dans l'histoire de ce rond-point, il avait raison. Tu vois, d'habitude, ils ont toujours tort. Et il lui dit, madame, vous avez pris... Franchement, elle lui dit, madame, c'est un exploit, parce que jamais personne, dans l'histoire des ronds-points, n'a pris un rond-point par la gauche. Ça n'existe même pas. Elle lui dit, non, mais c'est votre rond-point qui est mal foutu, parce que... Il dit, non, c'est vous qui... Non, c'est pas moi, c'est vous, c'est pas moi. Finalement, il lui dit, bon, écoutez, donnez-moi donc les 400 dirhams, on n'en parle plus. Elle dit, à ce moment-là, elle farfouille dans son sac, elle s'aperçoit qu'elle a oublié son porte-monnaie chez sa sœur, à Rabat ou je sais pas où, Bouznekra. Il dit, écoutez, j'ai pas d'argent. Il dit, madame, j'ai déjà enregistré le truc, si vous payez pas, c'est moi qui vais payer, Adakchi. Et elle nous dit, on était là, Kabila, il nous dit tout à coup, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, écoutez, brigadier, est-ce que vous avez des enfants? Il dit, oui, j'ai 2 petites filles. Il dit, vous savez quoi? Il y a l'adresse téléphonique. Vos petites filles, je vais les inviter une semaine de vacances chez moi. Je dis, et ça va rembourser les 400 dirhams. Là, elle a démarré, elle est partie. Et c'est une histoire authentique. Le brigadier est resté. Et on est mort de rire. Et je me suis dit, mais c'est un très beau début d'histoire. Je ne sais pas si tu vois toutes les potentialités de cette histoire. Parce que cette histoire, tu la donnes à Marc Lévy, il en fait 1 million d'exemplaires sur le destin du brigadier, de la bourgeoise. Et comment il l'intitulerait, lui? Un titre à la Marc Lévy, tu vois. Le rond-point de l'amour, un truc comme ça. Et donc, je vais raconter cette histoire. Et donc, à partir de là, donc, le reste, c'est imagination. Parce que toi, tu crois vraiment tout ce que je raconte? Bah oui, je suis naïve. Je ne suis pas la seule ici. Hein. Voilà, donc on passe à la salle si vous avez des questions. 3 questions. Courtes. 3 questions. Courtes. Non, parce que je suis invité... Non, je vais inviter à dîner par lui. J'invente n'importe quoi. D'accord. Donc, le micro, s'il vous plaît. Il y a un micro quelque part. Est-ce qu'il y a un micro quelque part? Oui, il y a le micro baladeur. Micro, s'il vous plaît. Monsieur, après vous. Merci. D'accord. J'aimerais savoir qu'est-ce qui amène la fin des études à l'école des ponts. Alors, j'ai pas compris. Est-ce que c'est les ponts ou les mines? Non, j'ai fait les ponts en tant qu'ingénieur, comme mon ami Saad là-bas. Et après, j'ai fait une thèse de doctorat en sciences économiques à l'école des mines de Paris. Donc, j'ai fait les ponts puis les mines. Donc, mais il y a eu plus beaucoup. Attends, je vais vous arrêter tout de suite parce que il y a mieux que ça. Moi, je connais un gars, vous le connaissez, Nourdine Boutaï, qui a fait mieux que ça. Il a fait Centrale et les ponts. C'est ça qui est bizarre. Il a fait Centrale Paris, il a eu son diplôme, et ensuite il est rentré au pont, et donc il est centralien et pontiste. Mais je ferme la parenthèse. Et écrivain aujourd'hui? Pardon? Et écrivain aujourd'hui? Non, il dirigeait le Crédit Agricole jusqu'à il y a 3 jours. C'est Nourdine Boutaïb, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur. Non? Ben oui. Dans une semaine. Encore une Allemande, tu vois. Tu lui dis 3 jours, elle te dit non. 3 jours et demi. Pardon. Finalement, c'est quand même un virage assez atypique. D'écrire après? Oui. Non. Vous aviez, j'imagine, une carrière toute tracée et de... Oui, la carrière toute tracée, ouais. Ça je le sais parce que je raconte toujours cette anecdote que ma mère, elle regardait la télé, elle regarde la télé, elle voit Flan
Fouad Doueri, ministre. Elle voit Shakib Ben Moussa, ministre. Elle voit Flan, ministre. Il lui dit, de quel il me dit, tu es le seul qui n'est pas ministre. Tu as raté ta vie, toi. Non. Mais je pense qu'il faut une force de caractère. Non, c'est pas une force de caractère. C'est simplement, non, franchement, non. J'ai commencé ma carrière d'ingénieur. J'étais à l'OCP. J'ai dirigé la mine de Marah al-Haraj pendant 2 ans, Khribga. Ensuite, j'étais à l'international. Je suis allé vendre du phosphate aux Chinois et en Inde. J'ai écrit d'ailleurs Chinois. D'accord. Chinois. Et en Inde, et d'ailleurs j'ai écrit des chapitres de certains de mes livres, je crois méfiez-vous, des parachutistes, il y a une partie qui se passe en Inde ou un truc comme ça. Mais après 5 ans, j'ai eu envie de faire autre chose. Maintenant, pour ce qui est de l'écriture, franchement, c'est fréquent, c'est vraiment fréquent. Quand vous voyez les classes, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais à l'époque, quand vous voyez la classe de terminale C, à Descartes ou à l'IOT ou à Paul Valéry, etc., vous voyez que les gens qui sont en terminale C sont la plupart aussi très bons en français. Mais ils sont C parce qu'ils sont bons en maths. Donc c'est comme ça qu'on orientait les gens. Alors que dans les années 30, dans le système français, on orientait les gens par le latin. À partir des années 30, on oriente les gens par les maths. Donc il y a beaucoup de littéraires frustrés chez ceux qui ont fait des études scientifiques. Et je ne vous dis pas le nombre de gens que je rencontre, des médecins, des ingénieurs, des gens comme ça, qui ont tous un manuscrit quelque part dans un tiroir. Parfois, ils m'en parlent, ils me le donnent, etc. Et la plus belle des références, à mon avis, c'est que Antoine Compagnon, qui est aujourd'hui au Collège de France, le professeur de littérature française au Collège de France, Antoine Compagnon, c'est-à-dire le meilleur des meilleurs, ben, c'est un ingénieur des ponts et chaussées. J'ai dîné une fois avec lui à Amsterdam. Je lui dis, je vais vous poser la question qu'on me pose toujours. Je lui dis, comment se fait-il qu'un ingénieur des ponts et chaussées soit devenu professeur de littérature? Il était d'abord à Columbia aux États-Unis, professeur de littérature française, et ensuite il est venu à Paris au Collège de France. Il m'a dit, écoutez, moi, mon père était militaire, et pour mon père, il était évident que je devais faire Polytechnique, puis les ponts ou les mines. Donc j'ai fait Mathsup, Mathsp, Polytechnique, les ponts. Quand j'ai fini tout ça, et j'ai dit à mon père, c'est bon, ça va, maintenant je fais ce que je veux, il est allé faire une thèse avec Barthes, justement. Il était travaillé avec Roland Barthes, et c'est l'un des grands connaisseurs de Proust et de Montaigne. D'ailleurs, je vous recommande, il y a un petit livre qui s'appelle, tu le connais, Un été avec Montaigne, Antoine Compagnon. Le gars est vraiment sur la littérature française, en particulier ce qu'on appelle les modernes, des gens aussi comme Paul Bourget, des gens comme ça, et personne n'est aussi bon qu'Antoine Compagnon. Eh bien, Polytechnique et les ponts. Je veux dire, voilà, donc c'est ma réponse, réellement. Monsieur, vous voulez poser une question? Oui, ma question, c'est juste autour de la langue, parce qu'il y a une bonne partie de la discussion à tourner autour de la langue. Et ma question, c'est, comme d'ailleurs Madame a parlé de ces intellectuels dans un café qui ont un certain niveau, mais qui quand même parlent, dialoguent et communiquent en dirigeant. Qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à ce débat qui a eu lieu au Maroc concernant la darija en tant que langue? Oui. Première. Ensuite, je vous pose la question un peu similaire à ce qu'a dit monsieur. Comment vous faites pour passer d'une œuvre comme Plaidoyer pour les Arabes à des romans comme ça? Parce que vraiment, moi j'ai lu votre livre, j'apprécie toute la recherche très profonde et riche qui a constitué cette œuvre. Comment vous faites pour passer d'une œuvre à cela et puis à une œuvre d'art? Parce que je connais aussi, je sais que vous avez fait des livres sur l'art, sur la peinture, etc. Et puis, votre titre, 30 jours pour trouver un mari, au Maroc, on trouve des maris pour les femmes. Donc, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu les parents qui marient les filles ici. Je sais plus, d'accord. Alors que vous parlez de femmes qui cherchent, qui trouvent un mari. C'est une question de liberté, c'est une question d'indépendance, d'autonomie, etc. C'est ce que disait, merci. Merci beaucoup. Ce que disait Fatia Amellouk, elle disait qu'en fait les 3 femmes dans le livre étaient quand même assez déterminées sur d'elles-mêmes. Non, mais je reviens rapidement parce que vous avez posé 3 questions. La première sur la question linguistique. Vous savez, je ne rentre même plus dans ce débat parce qu'il est trop compliqué, il y a trop de passion et chacun a un point de vue. Tous les points de vue sont respectables, mais ce sont généralement des points de vue
presque idéologique sur la question linguistique. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le drame linguistique marocain et j'ai mis énormément de travail. J'ai pris une année sabbatique. Pendant un an, je n'ai fait que ça. Et j'ai essayé de faire un livre sans a priori idéologique. J'ai essayé simplement de comprendre, en prenant d'ailleurs un cas particulier, qui est celui de mon ami l'écrivain Mohamed Nidali, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un gars de Tahnaout. Je parle de lui à la première page. Je le nomme. Je dis, prenez le cas de Mohamed Nidali. Voilà un petit garçon, quand il naît à Tahnaout, pendant les 3-4 premières années de sa vie, il ne parle que Tamazirt. Ensuite, il rentre à l'école, et là, il y a Darija dans la cour de récréation, mais surtout, il y a les baffes qui commencent, parce qu'à l'école, on lui dit, ta langue, c'est l'arabe classique. Même pas le Darija. Donc, il commence à apprendre l'arabe classique. Ensuite, il y a le français qui arrive assez rapidement à son époque, à 9 ans, je crois. Donc, c'était sa 4e langue, et puis, bon, finalement, vers la terminale, à l'anglais. Donc ça fait, disons au départ déjà, ça fait 3 ou 4 langues différentes. Et la question qu'on peut se poser, c'est que quand Mohamed Nidali a commencé à écrire, et j'aime beaucoup ce qu'il écrit, Morceaux de choix, grâce à Jean de La Fontaine, etc. Pourquoi est-ce qu'il écrit en français? Je veux dire, à la limite, moi c'est assez naturel, puisque je suis passé par Balzac, Charcot, Lyoté. Mais pourquoi Nidali n'écrit pas en tamazirt alors que c'est sa langue réellement maternelle? Pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas en arabe puisque c'est sa langue d'enseignement? Pourquoi il n'écrit pas en Darija? Parce que moi, quand je vais le voir, j'allais le voir à Tahnaout, on mange chez lui avec sa femme, ses 2 enfants qui ont bien grandi maintenant, on parlait Darija en général. Et pourquoi il n'écrit pas dans ces 3 langues? Il écrit, enfin, la question mérite d'être posée, d'accord? Alors, on réfléchit là-dessus, on se dit, et quand on arrive à la fin, au début, mon bouquin, il devait s'appeler « La question linguistique marocaine ». Et à la fin, je me suis rendu compte que c'était un drame. Parce que sur l'éducation en particulier, ça fait des ravages. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe. Quand on regarde les Marocains en tant que mathématiciens, la reine des mathématiques africaines et marocaines, le lycée d'excellence à Ben Gri, il y avait 26 admissibles à Polytechnique. Enfin, je veux dire, il y a des cerveaux ici. Mais comment se fait-il alors qu'il n'y ait que, je crois, 13 ou 14% des gens, quand ils commencent l'école, qui finissent par arriver au bac? Toute cette déperdition, à mon avis, c'est la question linguistique. On ne peut pas être dans 3 langues. Et je donne une anecdote personnelle. Un jour, je parlais, j'étais dans le cadre d'une commission où j'étais, on parlait avec des spécialistes américains du cerveau de l'enfant. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes, il faut les écouter. Et quand on leur expliquait que nous, on apprenait l'enfant, théoriquement, il devait apprendre avant l'âge de 6-7 ans, avant, il devait apprendre 4 langues et 3 graphies différentes, c'est-à-dire graphie en arabe, graphie en français, latin et le tifinagh, ça fait 3 graphies. Et l'enfant, dans le cas de Nidali, il y a le tamazirt, Darija, l'arabi al-fusha et le français dans sa tête. Vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont dit les Américains? Ils nous ont regardé et ils nous ont dit « You are criminals ». Vous êtes des criminels. Si vous pensez aux gens qui ont des solutions toutes faites, oui, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, etc. Alors que des savants américains qui ont passé tout leur temps à travailler sur le cerveau de l'enfant, ils nous disent « You are criminals ». Et il y a des gens qui disent « Non, non, c'est exactement ce qu'il faut faire. 3 graphies et 4 langues ». Mais le problème, et je vais finir là, c'est que je n'ai pas de solution. C'est-à-dire, à titre personnel, je n'ai pas de solution. C'est-à-dire, la seule solution que je puisse donner est immédiatement contestable. Mais moi, je vais la donner. Moi, la seule solution pour moi, c'est de former des Marocains parfaitement bilingues arabe-français. Voilà, c'est la solution. Mais dès que je dis ça, l'idéologie va rentrer là-dedans. Parce que les gens, ils ont raison. Les militants amazirs vont dire « notre langue ». Ils ont raison, c'est une langue officielle et elle a bien raison. Et les gens qui vont dire « Non, mais laisse tomber le français, c'est dépassé, tous les articles scientifiques, c'est en anglais, etc. » D'accord, mais réfléchissez un peu. Est-ce que vous pouvez réellement enlever 60, 70 ans d'archives, de trucs qui sont faits en français et qui sont rentrés dans le langage? Vous pouvez l'enlever, mettre l'anglais à la place. Moi, j'ai vécu 3 ans en Angleterre. J'étais 1 an à Cambridge et 2 ans à York, dans le Yorkshire. Je pense bien connaître l'anglais. Je l'ai enseigné, j'ai enseigné l'économie, l'économétrie en anglais. Et pendant 3 ans, je ne parlais qu'anglais. Je peux vous assurer que les gens qui vous disent « je parle anglais », la plupart se font des illusions. C'est pas parce qu'ils sont capables de dire « the sky is blue, I love you » qu'ils parlent anglais. D'ailleurs, nous, on avait un copain, dont le nom de famille commence par B, et je dirais pas plus que ça, qui connaissait une seule phrase en anglais, qui disait « do you speak English ?» C'était la seule chose qu'il savait dire en anglais. Et alors, on était, tu vois qui c'est?
Et on était à Paris, on allait dans les bals, la Fondation hellénique, la Maison des Italiens, la Maison des Suédois, était au bal le samedi. Et donc il voyait une jolie fille, il allait chez elle. Do you speak English? Et elle lui répondait, yes, my dear, oui, yes, I do speak English. Oh, le gars était complètement perdu, il dansait un peu, il foutait le camp. Je veux dire, c'est une illusion de croire qu'on va remplacer le français par l'anglais. Évidemment, bien sûr, il faut acquérir l'anglais, mais plus tard peut-être, etc. Mais voilà, dès que j'exprime mon opinion déjà, je vois très bien qu'elle est immédiatement contestable, pour de bonnes raisons. Et tout de suite, pour finir, je veux dire, quand je dis qu'il faut être parfaitement bilingue arabe-français, mais il y a des gens qui vont dire, mais dans quel arabe? Parce qu'il y a des gens, des amis à moi, Nourdine Ayouch est un ami. Il va dire, non, il faut mettre le darija à la place. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Toutes les langues européennes étaient des darijas à l'origine. Le français était un dialecte. Le dialecte de l'Île-de-France, avec qui il y avait des mots gallo-romains, des mots gallo-romains, oui, qui viennent du latin. Le français, le catalan, l'italien, l'espagnol, le portugais sont des dialectes, étaient des dialectes du latin, des darijas. Mais il a fallu des siècles, il a fallu Rabelais pour enrichir le français. Il a fallu que Dante écrive la Divine Comédie en italien pour que l'italien devienne une vraie langue. Et d'ailleurs, c'est même pas l'italien, c'est le toscan qui est devenu l'italien. Si vous allez à Naples, les gens âgés, ils ne savent pas ce que c'est, hein, l'italien ou le toscan, ils parlent le dialecte. Bref, c'est une question extraordinairement difficile. On peut avoir une discussion sereine là-dessus, mais il faut vraiment que tout le monde soit serein et fasse l'effort de comprendre ce que c'est. Et pour finir, ne pas perdre de vue une chose. On parle de l'éducation. Ce n'est pas nous. Nous, on peut se débrouiller, on peut même apprendre le néerlandais, écrire des poèmes en néerlandais. Il s'agit de l'éducation des enfants. Dans quelle langue, dans quelles circonstances? Je n'ai pas vraiment de réponse. Et d'ailleurs, je ne rentre même plus dans cette discussion. Au début, j'étais naïf. J'avais écrit mon bouquin. Je me disais, ouais, j'ai beaucoup travaillé. Il y a des gens qui venaient me dire, j'ai pas lu ton bouquin, mais je vois très bien le plan. Tu veux détruire l'islam? Quoi? Mais au moins lis mon bouquin. Je veux dire, ou alors le dit qu'il vient, je vois ton plan. Tu es au service des sionistes. C'était avant qu'on se devienne les meilleurs amis. Il me dit, tu veux détruire la nation arabe en promouvant le Tamazirt. Et les gens, les Tamazirt, venaient me dire, pourquoi tu es raciste anti-Tamazirt, toi? Personne n'avait lu mon bouquin. Bon, il y avait une deuxième question. Oui, plaidoyer, etc. Oui, j'écris des bouquins sérieux parce que c'est ma formation, hein, d'écrire des livres sérieux, etc. Plaidoyer sur les Arabes est un livre extrêmement sérieux, etc. D'ailleurs, le drame linguistique marocain aussi. Et j'ai écrit aussi un livre sur l'histoire des maths, les mathématiques, la folie, sur l'histoire des maths. Et c'est sur beaucoup de mathématiciens qui n'étaient pas... Et j'ai essayé de comprendre pourquoi beaucoup de très grands mathématiciens étaient un peu farfelus. J'ai une thèse là-dedans. Donc j'aime bien écrire parfois un bouquin réellement qui m'oblige à aller au fond d'une question. Et après, je fais une intervence. Après, je fais un bouquin comme ça où on s'amuse un peu, où je raconte les histoires qu'on m'a racontées d'une certaine façon. C'est une certaine hygiène de vie finalement. Alors votre troisième question, franchement, je vais la poser à quelqu'un. Je la pose à Madame en noir. Madame, monsieur prétend qu'au Maroc, en fait, c'est pas les femmes qui trouvent les maris, qu'on trouve des femmes. On trouve pour les femmes leur mari. Madame, qu'en pensez-vous? L'indépendance, l'accélération, on a vu, de l'évolution de la femme est très très rapide, mais en même temps, elle est quand même écartelée en tradition et modernité. Et ma question, c'était quel était votre regard justement sur cette évolution? Et il y a quand même, c'est vrai, cette chape de plomb entre guillemets, elles choisissent leur mari, mais il faut quand même qu'elles se marient, bien qu'elles travaillent de plus en plus, qu'elles aient des postes importants. Il y a quand même encore... la pression sociale. Oui, de moins en moins. Pression. De moins en moins. De moins en moins, mais c'est vrai que des femmes, même maintenant, seules, adoptent des enfants, vivent leur vie. Mais il y a quand même une certaine pression sociale. Alors, est-ce que les parents choisissent les maris à leurs filles? Pas dans les grandes villes, non? Non, dans les grandes villes, je ne pense pas. Voilà, madame vous a répondu. Elle vous a posé une question d'ailleurs après. Une question.
Du moment qu'on marie des femmes contre leur volonté et parfois même en contradiction avec la loi. Donc je parle notamment des adolescents, des mineurs, etc. Donc c'est comme ça que c'était une question qui interpelle un petit peu le... Mais j'entends votre question, mais je crois que sur ce point, on est tous d'accord pour dénoncer cet état de fait-là. Je suis d'accord. Encore une fois, j'étais justement, quand j'habitais en Angleterre, il y avait un couple de chercheurs. Ça quand même, ça m'a étonné, parce que comme quoi il faut toujours douter parfois de soi-même et être contre... J'avais rencontré un couple de chercheurs à Cambridge, justement, deux Indiens, le mari et la femme. Et les deux étaient brillants, d'ailleurs. Je crois que lui était mathématicien, et elle était biologiste, ou des choses comme ça. Et bon, un jour, j'étais avec eux dans un pub en train de discuter. Moi, je pose jamais des questions personnelles. Donc, on était juste en train de parler, mais c'est quelqu'un qui était avec moi, un Égyptien, qui s'appelle Karim, qui leur dit, mais comment vous vous êtes trouvés? Parce que c'était un couple, ils s'étaient mariés. Et ils ont dit, ben, ce sont nos parents. En Inde, tous les mariages sont arrangés. Alors, Karim, qui est copte égyptien, et moi-même, donc on s'est regardé, on a dit qu'est-ce que c'est que ces gens arriérés. Et donc, ils ont dû sentir qu'on désapprouvait, alors que ça ne nous regarde même pas. Et elle, la dame, elle nous a dit, vous savez, tout ça, évidemment, la discussion se déroule en anglais, elle nous a dit, vous savez, je crois que vous ne nous comprenez pas. Elle disait vous, c'est-à-dire les gens en dehors de l'Inde, et nous. Elle nous disait, parce qu'en fait, nous, on s'entend très bien. Et en réalité, elle nous disait, parce que nous, on leur dit, Karim, en fait, il dit, mais en fait, tous les deux, vous avez fait des études supérieures, ils sont tous les deux docteurs, hein, elle en biologie et lui en maths. Elle dit, oui, mais vous savez, c'est très curieux, nos parents respectifs nous connaissaient très bien, c'est-à-dire, ils savaient quel genre de personne correspondait aux garçons, et de l'autre côté, ils savaient quel genre et ils les ont présentés, et ça a été un mariage arrangé. Et là, et il disait, mais on est parfaitement heureux. Vraiment, on s'entend super bien. Bon, après l'amour, comme dirait le prince Charles, quand il était fiancé avec Diana, whatever that means, parce que on lui avait posé la question, Are you in love? C'était les journalistes, ils sont terribles les journalistes. Qui lui posaient la question, Are you in love? Il a dit yes. Whatever that means. Parce qu'il ne savait pas. Ben, en fait, c'était très profond ce qu'il disait, parce qu'on utilise des mots, on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire, en fait. Et donc, quand j'étais face à ces deux Indiens, ce couple indien, quand même, je me suis dit, on est très prompt à juger les gens et à dire, oui, c'est une très bonne chose, parce que maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut, etc. Mais ce n'est pas pour rien. Alors, eux, et je finis là-dessus, il y a un autre problème, qui est la question des castes. Ben oui. Donc eux, la caste supérieure, les brahmanes, se marient entre eux. Il est absolument impossible qu'un brahmane en Inde épouse une fille intouchable, ce qu'on appelle les intouchables, les dalits. Et c'est impossible que... Enfin, il y a des castes en plein. Bon, mais il y a aussi des castes chez nous, mais je ne vais pas commencer cette discussion, parce que sinon on va être jusqu'à demain. Oui, monsieur, il avait une question aussi. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le micro, s'il vous plaît. Oui, ça va? Oui, parlez. Oui. Je vais parler en partie de ce livre, mais surtout du livre sur le plaidoyer pour les Arabes. Oui. J'avoue, ça c'est un point à votre avantage, il est très documenté. On a beaucoup de citations, on a la genèse de la détestation de l'arabe qui s'étend maintenant. Mais c'est pas ma question. À la fin, on reste sur sa fin. Comment changer ça? Il y a une société arabe qui, si on l'écrit sur le papier, vous êtes un ingénieur, je suis un ingénieur, a tous les moyens pour être présente dans ce grand monde du XXIe siècle. Elle a les hommes, elle a l'argent, elle a la géographie, elle a tout cela. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ne s'entendent pas, comme on dit, et ça c'est aussi une détestation, une autodétestation, comme vous le dites très bien dans le livre. Il y a ça aussi, oui. Comment faire? Alors,
je sais bien que vous n'allez pas répondre à cette question aujourd'hui. Sinon ma collègue va répondre. Mais c'est une question qui me trotte dans la tête parce que moi aussi je suis professeur, on a des étudiants. Oui, oui. Et parfois, il y a, comme vous le dites, une ignorance. Je vais vous donner un exemple simple. Je suis professeur à l'Institut des télécoms. Derrière nous, il y a la faculté de médecine qui porte le nom de Aboul Qasim Zahraoui. Le fameux qui a inventé l'anesthésie 6 siècles avant Longford. C'est le fondateur de la chirurgie. Oui, Zahraoui, bien sûr. Et il y avait un étudiant dans cette fac. Et je lui ai dit, est-ce que tu connais Aboul Qasim Zahraoui? Il a été incapable de me répondre. Mais vous êtes en train de répondre à votre question. C'est très intéressant parce que c'est exactement ce que j'allais, moi, vous répondre. Parce que non, vous dites, non, mais c'est exactement ça le problème. Ce que je dis dans mon livre, bon, d'abord, maintenant, la science est devenue globale. Donc, il n'est plus question, ce serait même ridicule de dire les pays arabes vont s'organiser pour faire de la science. C'est pas vrai. La science se passe partout. À Harvard, sur le plateau de Saclay en France, à l'UM6P à Ben Gurir, on fait de la science. La science est partout. Donc, il n'y a plus question de faire de la science en tant qu'arabe. C'est fini tout ça. Le vrai problème, c'est celui de la méconnaissance. D'accord? Mais tout ça passe par l'enseignement. C'est-à-dire, je déjeunais, je dînais plutôt. Il y a, juste au moment où j'écrivais ce livre, où je l'avais écrit, je dînais avec Martin Hirsch et surtout avec, comment elle s'appelle, qui était ministre de l'Éducation, Najat Belkacem. Personnage extrêmement sympathique et tout. On dînait et je lui ai dit, mais il y a une commission des programmes en France, d'accord? La commission des programmes, quand elle fait le programme, quand on parle de Newton, c'est normal, c'est un génie absolu, c'est un grand nom, il a changé l'univers. Mais Ibn al-Haytham est aussi important que Newton. Il a fait d'ailleurs des découvertes qu'allait de nouveau refaire Newton. Est-ce que ce ne serait pas une mauvaise idée de dire cela? Quand on parle, je donne 20 exemples dans mon livre, plus, quand on parle justement de l'invention de l'anesthésie, on parle de l'américain Crawford Long au 19e siècle, en 1845 à peu près, on dit, bon, un bienfaiteur de l'humanité, il a inventé l'anesthésie. Sauf qu'au 13e siècle, Zahraoui en Andalousie avait fait 200 à 300 opérations sous anesthésie. Il prenait une éponge, il faisait un mélange comme le barde, comment il s'appelle, l'assurance touriste, je ne sais pas trop, Astérix, la potion magique. Il faisait une potion magique avec plein d'herbes, dont du hash, du cannabis. Et ensuite, il prenait une éponge et il imbibait dans ce mélange d'herbes. Il étendait les patients sur le dos, il mettait l'éponge sur leur visage. Eux, ils s'endormaient grâce à l'effet de toutes ces substances. Il a fait même des trépanations. Zahraoui sous anesthésie. Alors, quand on est en train de parler de Crawford Long, l'américain, c'est très bien, bravo. Alors, parlez aussi de Zahraoui. Bon, il y a quelques cas. Bon, Avicenne, bon, on en parle un peu encore, que je ne sais pas si l'Européen moyen sait qui était Ibn Sina. Mais dans plein de domaines, dans les mathématiques, par exemple, on n'enlève rien. Mais dans mon livre, je vais très loin, parce que même en philosophie, excusez-moi, je suis un peu long, mais je vais vous dire un truc qui m'a frappé. J'étais à Paris et je vois un livre de Alain Minck qui s'appelle, le titre c'est Spinoza, un roman juif. Bon, Alain Minck, vous le connaissez, c'est le grand financier, etc. Chaque année, il se pique d'écrire un livre en dehors de ça. Alors, il fait comme beaucoup d'autres gens, il a des documentalistes qui cherchent les documents et il en fait un livre. Moi, j'ai acheté son livre et je me suis assis dans un parc à Paris, si je me souviens bien, et j'ai lu son livre. Et ce qui m'a choqué, scandalisé, c'est une phrase, une seule, dans son livre. Spinoza ne doit rien aux Arabes, point. D'abord, moi, en tant que mathématicien logicien, je trouve que cette phrase est ridicule, parce qu'une phrase négative, on peut la décliner à l'infini. On peut écrire Spinoza ne doit rien aux Aztèques, Spinoza ne doit rien aux Esquimaux, Spinoza ne doit rien aux gens de Tafraout, Spinoza ne doit rien aux gens de Qsbetadla. On peut écrire un livre de 300 pages avec Spinoza. Alors pourquoi il met Spinoza ne doit rien aux Arabes? Et le pire, c'est que c'est complètement faux. Il suffit de se plonger dans l'étude, ce que j'ai fait de Spinoza, des mémoires, des choses, on s'aperçoit que la bibliothèque qu'il a laissée, il vivait
aux Pays-Bas, j'ai visité sa maison, moi. Spinoza, il a laissé une bibliothèque, elle n'est pas très fournie. La moitié des livres étaient des livres de philosophes sous influence arabe. Il y a la liste. Après sa mort, on a fait la liste des livres qu'il possédait. Il suffit de voir ça pour voir que Spinoza était sous l'influence de la philosophie arabe. Et d'autre part, j'ai pris le livre le plus important, enfin, l'un des livres, l'éthique de Spinoza, je l'ai posé sur ma table de travail, je l'ai ouvert et j'ai pris des livres Ibn Rushd, Fasl al-Maqal, et j'ai pris Ibn Tufayl, je les ai ouverts, j'ai commencé à regarder dans mon livre, ce livre que vous avez dans vos mains, je note les phrases qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire, soit Spinoza, alors Ibn Rushd et Ibn Tufayl, c'est 4 siècles avant. Spinoza est né en 1632, il est mort en 1677, et c'est au XIIe siècle que vivait Ibn Tufayl et Ibn Rushd. Et c'est les mêmes phrases. Soit Spinoza les a pris directement ou par l'intermédiaire de Moïse Maïmonide ou de quelqu'un, j'en sais rien. Soit il les a retrouvés, mais dans tous les cas de figure, si on parle de Spinoza et on le porte au nu, vous savez, je citais tout à l'heure Hegel qui disait tout philosophe est d'abord spinoziste avant d'être philosophe, c'est quand même pas rien. Et il y a des gens qui ont une admiration folle pour Spinoza pour de bonnes raisons. Mais si on porte Spinoza au pinacle, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas dans l'enseignement, je reviens à ça, dans l'enseignement, pourquoi on ne parlerait pas aussi d'Ibn Tufayl et d'Ibn Rushd? Je parle de l'enseignement en Europe, aux États-Unis. Voilà, donc c'est ça qu'on peut faire. Et je vous dis, moi j'ai dîné à Fès il y a un an, je crois, avec Najat, mais là elle est plus ministre. Mais il faudrait prendre les ministres, enfin tous les gens, les ministres qui font des programmes ou la commission de programme, vraiment par la peau du cou, et les mettre face à ça. Et leur dire, c'est scandaleux. Scandaleux de faire l'histoire des sciences et de la philosophie sans jamais parler des arts. Mais vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu l'exemple que je donne. L'agrégation de sociologie, c'était Raymond Aron qui dirigeait et il y a l'écrivain Étiamble, René Étiamble, qui est quelqu'un de formidable, d'une érudition extraordinaire, qui va voir Aron, il le raconte dans un de ses livres dont je donne toutes les références, il va voir Raymond Aron, qui était son collègue en Sorbonne. Il lui dit, écoutez, Raymond, vous faites l'agrégation de sociologie, je n'ai pas vu le mot d'Ibn Khaldoun là-dedans. C'est lui qui a inventé la discipline. Et je note la phrase d'Étiamble. Ce jour-là, virgule, Raymond Aron resta silencieux, point. Il lui a même pas répondu. Soit parce qu'il ne connaissait pas Ibn Khaldoun, ce qui est extraordinaire quand on prétend faire l'histoire de la sociologie, alors que Ibn Khaldoun a inventé lui-même, il dit j'ai inventé une science, il écrit j'ai inventé une science qui s'appelle Ilm al-Ijtima' al-Insani. Ilm al-Ijtima' al-Insani, ça veut dire quoi? C'est la science de la société humaine, c'est la sociologie. Et la fameuse base de toute la théorie marxienne, la distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange, qui est quand même la base même d'une bonne partie de l'économie. Je suis désolé, il suffit d'ouvrir Ibn Khaldoun dans la Muqaddima et on voit exactement la définition de la valeur d'usage et de la valeur d'échange. Alors quand on nous parle de Karl Marx, qui reste malgré les déconvenus du communisme au cours du XXe siècle, qui reste quand même un grand penseur et un grand théoricien, on ne peut pas parler de Karl Marx sans parler d'Ibn Khaldoun. D'ailleurs, il me semble, là je ne suis pas très sûr, que soit lui, soit Engels avaient cité Ibn Khaldoun. Donc, c'est l'enseignement, c'est là où il y a un problème. Les gens qui font des programmes, ce qui serait amusant, d'une certaine façon, c'est de faire des programmes d'enseignement ici, sur l'histoire de la science, où on ne parlerait jamais ni de Galilée, ni de Descartes, ni de Newton, ni de Fresnel, ni d'Einstein, rien. On parlait que Hamida de Qsbetadla, je ne sais pas ce qu'il a inventé. Et après, on va montrer ça à des Européens. Ils vont dire, attendez, vous faites n'importe quoi. Mais ils auraient raison. Et on leur dit, alors pourquoi vous ne parlez jamais d'Ibn al-Haytham, Ibn Firnas, Zahraoui, tous ces gens-là, Biruni, le Khawarizmi. Le Khawarizmi, ils en parlent parce que c'est le mot algorithme. Mais à part ça... même, vous savez, moi j'ai une très grande admiration pour Descartes, pour René Descartes. Et je crois bien le connaître. Et quand j'étais à l'IUT, on nous a dit qu'il avait il avait réduit tous les problèmes de géométrie qui étaient très difficiles à résoudre avec ces fameuses coordonnées cartésiennes X et Y. Donc on peut les résoudre de façon analytique. Il a fait faire un grand pas aux mathématiques. C'est vrai. Et après, je m'aperçois qu'il y avait des siècles avant Descartes, des mathématiciens arabes qui utilisaient en fait des méthodes algébriques pour résoudre des problèmes géométriques. On n'enlève rien au mérite de Descartes en disant cela. C'est-à-dire qu'on n'enlève rien. On n'enlève rien au mérite de Newton, qui est un génie absolu. Et le plus beau, et là c'est aussi dans mon livre, je découvrais des choses, je me dis mais c'est incroyable.
Vous savez, un jour, je donne un cours d'épistémologie. Ouais. Un jour, je projette sur l'écran le cours de Darwin sur l'évolution. Je projette des phrases. Par exemple, cette phrase qui dit les espèces ont évolué sous la pression environnementale qui changeait. Lorsque l'environnement change, les espèces les plus adaptées, enfin les individus les plus adaptés survivent et passent leurs caractéristiques. Je dis à tout le monde, qui a écrit cette phrase? Tout le monde me dit Darwin. Effectivement, c'est la base du darwinisme, c'est le fond du darwinisme. Cette phrase se trouve dans Kitab al-Hayawan d'Al-Jahiz. Mais c'est incroyable. Et dans Ibn Khaldoun aussi, il y a un dialogue entre un étudiant et Ibn Khaldoun, et l'étudiant lui dit, maître, est-il vrai ce que vous nous avez dit la dernière fois? Le dialogue est rapporté comme ça, que les espèces ne sont pas nées comme ça, que les espèces ont évolué, et que c'est sous la pression des changements de l'environnement que les espèces se sont différenciées, multipliées. Et Ibn Khaldoun répond, oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc on trouve dans Jahiz, dans Ibn Khaldoun, le noyau dur du darwinisme. Ce que Darwin a fait, c'est qu'il a passé 30 ans de sa vie, il a collectionné les pinsons, des Galapagos, les pigeons, enfin il a fait énormément de démonstrations de la thèse. Mais la thèse se trouvait déjà dans Kitab al-Hayawan, de Jahiz, et se trouvait déjà. Et pourquoi on ne le sait pas? Pourquoi on ne le sait pas? Ni d'un côté ni de l'autre. Parce que là, vous parlez de votre étudiant. Mais aussi bien en Europe qu'ici même, combien ici de madrasat, ceci, Ibn Khaldoun, Ibn Jahiz, etc. Pourquoi on ne sait pas que ces gens-là avaient compris le mécanisme darwiniste de multiplication des espèces? On l'enseigne ni là-bas ni ici. Donc, vous voyez, ma réponse est très simple. Allez voir les gens qui font les programmes. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est exactement ce que je dis dans le livre. On ne peut pas faire autre chose que ça. Je ne sais pas si ça peut, parce que, comme je le disais au départ, maintenant ça n'a plus d'importance parce que la science est devenue internationale. Vous voyez une jeune fille qui passe un bac ici, sciences maths, elle peut faire des études, ou sciences ex, peu importe, elle peut faire des études chez nous à Ben Gurion, elle peut faire des études ici, elle peut aller à Harvard, elle peut aller à Polytechnique, etc. C'est la même science. C'est la même science. Donc ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de science arabe. Il n'y a pas non plus de science japonaise. Il y a la science. Quand on parle de la zoologie, il y a une seule zoologie. La physique, il y a une seule physique. Donc la question n'est pas là. La question est celle de l'histoire des sciences. Mais ça a des impacts psychologiques importants. C'est-à-dire quand vous dites, quand des jeunes, par exemple, des jeunes français, néerlandais, belges d'origine maghrébine, Platon, Aristote, machin, on passe par Francis Bacon, Descartes, Galilée, tous sont européens. Quel impact ça a psychologiquement sur le gamin? Nous sommes nuls. Nos parents sont nuls. Il n'y a pas un seul Ibn là-dedans. Moi, je m'appelle Fatima Ibn H quelque chose. Ils s'appellent tous John, les grands savants. Si ces gens-là voyaient apparaître Ibn Khaldoun, Ibn Tufayl, Ibn al-Haytham, qui est un de mes grands, une de mes icônes intellectuelles, je pense que les gamins seraient plus à l'aise. C'est-à-dire, ils se diraient, bon, écoutez, moi, je suis français, je suis belge, etc., d'origine marocaine, algérienne, peu importe. Pas grave, je suis à l'aise parce que je sais que même du côté de mes parents, du pays d'où je viens, ils n'étaient pas nuls, en fait. Donc il y a quand même un impact psychologique. Et même de l'autre côté. C'est-à-dire que jamais Alain Minck, s'il avait été frotté avec une certaine culture universelle, c'est-à-dire s'il avait entendu parler d'Ibn al-Haytham, je suis sûr qu'il n'a jamais entendu parler d'Ibn al-Haytham, il n'écrirait pas des absurdités. Spinoza ne doit rien aux Arabes. Moi, j'ai dit à mon éditeur, et d'ailleurs je l'ai fait, j'ai dit à mon éditeur, s'il te plaît, envoie le livre à Alain Minck, parce que je démontre qu'il se trompe. Et comme c'est quelqu'un qu'on reçoit ici, nous on reçoit très bien les gens, je suis sûr que si Alain Minck vient ici, on va le mettre à l'hôtel La Tour Hassan et on va lui donner un chauffeur et on va le faire manger des pastilles à je sais pas trop quoi. Offrez-lui mon livre et enfermez-le dans sa chambre de Tour Hassan. Tu sors pas avant que tu aies résumé ce bouquin. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Et maintenant, on va manger la pastille à Alain Minck. Merci à vous. Il y a encore une question? Il y a plus de questions. Après. Attends, est-ce que je dois faire des signer maintenant? Oui, oui. Ouais, Attends, tu sais quoi? Merci.